Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 11, la haine. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, ils sont là pour vous protéger. Ah ouais, qui nous protège de vous? Ok, aujourd'hui, épisode très spécial. On va parler d'un film français, un classique. En tout cas, c'est un film qui a marqué plusieurs générations de cinéastes comme de téléspectateurs. Et donc, comme je l'ai présenté, on va parler du film La haine. Et pour parler de ce film, c'est la famille. Donc, on va commencer par Nico, le poteau. Il est là, mon frère, mon ref. Pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que très récemment, on avait un rendez-vous administratif ensemble. Et juste avant, il m'envoie un petit texto. Il me dit « Ouais, t'as vu, frérot, je suis pas comme toi, habillé, élégant. On a un rendez-vous à la préfecture, donc il faut faire attention. Je suis venu en survêt propre, mais t'as eu survêt la haine. » Et moi, j'étais justement en train de préparer l'émission sur la haine. J'ai dit « Mais c'est pas possible, frérot. Synchronicité, alignement planétaire. Mais quand t'as Messi devant toi, il y a pas d'hasard. Tu t'as pas pensé à Eden, t'as capté ?» Donc voilà, Nico est avec nous, auteur, réalisateur de Nanterre. Merci à toi déjà pour l'invitation. Je suis ému, mon ref. Ah, merci, moi aussi. Que des vrais, là, la table. Ah, t'inquiète pas. C'est la suite de Game of Thrones, hein. On est dans les dragons. Il y a que des dragons autour de nous. Maintenant, l'homme qui est sur le fauteuil d'invité, le fauteuil rouge et noir, vous commencez à le connaître. T'as vu, c'est pas Jeanne Masse. C'est une masse, mais c'est pas Jeanne. Survêt T. Talbot, il est venu avec les vêtements de circonstance en mode rétro fashion. Il est là avec la petite écharpe. Franchement, c'est un big honneur. Il me dit « Tu dis ça à tous tes invités ?» Mais là, t'inquiète, là, je le pense tout le temps. Mais là, encore davantage. De nouveau, un réalisateur avec nous. Réalisateur de fiction, réalisateur de documentaires, auteur, coach. Il a beaucoup de casquettes, t'as capté. À cette époque de 95, les casquettes, c'est très important. Donc, il est là avec nous. Ladji, comment vas-tu? Ça va. Fais pas le mec timide, frérot. Dans 10 minutes, tu vas tout retourner dans l'émission. Ça va. Merci pour l'invitation. C'est un honneur. Merci d'avoir accepté. C'est normal. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, La haine de Mathieu Kassovitz. Ah non, je crois que j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié un mec qui s'est auto-invité. Il m'a dit, tu vas faire La haine, je viens. J'ai dit, frérot, t'es pas normaliste. Il m'a dit, non, mais je viens, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Un autre réalisateur. Là, vous avez le trio comme dans La haine. Je peux vous dire que c'est du très lourd. Mon ref, Tariq, réalisateur. Comment tu vas, Tariq? Très bien. On va commencer. Donc, La haine, réalisé par Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel, Saïd Taghmaoui et Hubert Koundé. On va tenter de se replonger dans la genèse de ce classique et surtout les raisons de son succès. C'est un film qui est sorti en salle le 31 mai 1995, qui a drainé 2 millions d'entrées pour un budget de 2,5 millions de francs, le prix de la mise en scène à Cannes, 3 Césars, meilleur film, meilleur montage, meilleur producteur. Il faut savoir que Kassovitz, il a seulement 26 ans pendant le tournage. C'est un film sur les violences policières, suite à l'affaire Makome Mboholé, qui était un ado victime d'une bavure policière pendant une garde à vue, donc qui a été tué. Donc c'est un film qui a fait, encore une fois, quand on se replonge dans le contexte, l'effet d'une bombe, notamment par plusieurs aspects du film et sa tagline « Jusqu'ici, tout va bien ». Donc il y a tout de suite un sentiment d'urgence, un sentiment de tension et un compte à rebours. Pour vous parler rapidement du synopsis, donc c'est le récit qui se passe sur 24 heures, après une nuit d'émeute, et on suit le quotidien donc de 3 potes qui tuent le temps, qui galèrent et qui subissent aussi des violences. Donc voilà, c'est l'histoire de ces 3 jeunes. Pour moi, ce qui fait réellement le succès du film, c'est la maestria de Kassovitz, sa maîtrise en fait de mettre en image des techniques de mise en scène inspirées de très grands cinéastes, combinées au talent de 3 acteurs principaux qui ont une vérité de jeu incroyable. En tout cas, pour moi, c'est ce qui définit le film. C'est vraiment la direction d'acteurs, en tout cas le jeu des comédiens, leur facilité, leur authenticité et le côté technique, la maîtrise technique qui est proposée sur ce film par Mathieu Kassovitz. Je vais donc demander à mes invités comment ils ont découvert le film. Nico, comment as-tu découvert ce film? Alors moi, ce film, je le découvre par petits bouts, par petits extraits au début, comme un peu les films qui sont sortis dans les années 90 et 80, où en fait,
avec le rap, avec Internet, etc. Je suis plus jeune que vous, né dans les années 90. Donc, du coup, je connais les punchlines du film, les extraits du film, avant d'avoir vu tout le film. Donc, toutes ces références-là, je les avais. C'est des extraits, tu les as vus Extraits, Internet, les rappeurs. Donc, c'est comme avec Scarface, c'est un peu pareil. Je connaissais toutes les répliques de Scarface avant d'avoir vu tout le film. Dans les chansons. C'est intéressant, ça. Ouais. Ok. Et donc, je le découvre comme ça d'abord, le film. Et ensuite, après, je le regarde. En DVD? Non, je crois que je le regarde en streaming. C'est en bonne résolution, je l'ai vu en bonne qualité. Tu te rappelles sur quel site? Non, ça demande trop, là. Dailymotion, des fois, il y avait des films. Ah non, c'était en mode piratage. C'était un truc de pirate. Via Emule. Directement, je suis conquis par le film, ça me parle. On a raconté la banlieue de façon assez particulière et assez théâtrale. Et ça me plaît directement. Ok. Et toi, Ladji, comment t'as découvert le film? Moi, je découvre le film La Haine en 95. Avant même sa sortie, il y avait pas mal de reportages, d'émissions télé qui parlaient de... À l'époque, il y avait celui-là et il y avait un film de Richet qui sortait aussi, État des lieux. Et déjà, dans toutes les émissions, ils en parlaient comme un peu le film événement et tout qui devait sortir. C'est au début de l'été, en fait. Et à l'époque, c'était la fête du cinéma, mais c'était la fête de cinéma de l'époque. Ça fait genre, tu payes ta place de cinéma, et après, tous les films, tu les vois pour 1 franc. Après, il y a eu une deuxième phase où c'était pour 10 francs. Jusqu'à arriver à des manifestations aujourd'hui d'inflation. C'est ça. Une place à 10 balles. En ticket du cinéma, 25 € Ouais, non, en place régulière. C'était une autre époque. Quand je vois ce film, c'est une époque où il y a une représentation de la banlieue qui est très rare déjà et très stéréotypée. On voit la banlieue en général qu'à travers les porte-paroles de la banlieue, on les voit qu'à travers les rappeurs. À l'époque, c'est surtout IAM et NTM, et dès qu'il y a NTM qui passe à la télé, on se sent représenté et tout. Et moi, quand je le regarde, je suis tout petit déjà. Je le regarde, je le regarde pas comme un film. Je le regarde comme on passe au cinéma. Nos vies sont racontées au cinéma. Moi, j'ai pas l'impression de regarder un film culte. J'ai pas l'impression de regarder un truc qui va. J'ai l'impression de en fait, on est passé au cinéma. On est représenté, on y va. J'ai kiffé parce qu'en fait, on se voyait quelque part. Sans en avoir conscience, c'est aujourd'hui, après coup, que effectivement, c'est un film culte. Mais au moment où on le regarde, c'est enfin, on parle de nous à la télé, on parle de nous au cinéma, on va le regarder. Et après, c'est sur les jours d'après, les mois d'après, les années d'après, on voit comment ce film nous a marqué par rapport aux punchlines, par rapport aux références. C'est dans ce contexte-là que j'ai vu ce film. Ok, merci. Tariq? Pour la simple raison, moi, quand j'étais petit, j'adorais regarder la télé, j'adorais le cinéma. Et puis franchement, quand je l'ai vu ce film, j'avais 13 piges. Et en fait, au départ, moi, je pensais que c'était un documentaire, qu'on suivait 3 jeunes dans une banlieue, qu'on suivait ces jeunes pendant toute une journée. Je l'ai regardé encore une autre fois, mais en cassette, mais quelques mois plus tard. Donc tu l'as vu au cinéma à sa sortie, concrètement? Exactement. Ça a été le moment où je me suis dit, en fait, tout est possible. C'est-à-dire que ils ont fait un film dans une cité, représenter la cité, joué par des mecs, entre guillemets, quelques mecs de cité. Et moi, franchement, ça a été vraiment le déclic en me disant, en fait, c'est ça que je veux faire. Pas en tant que comédien, mais en tant que réal. C'est-à-dire il y a plein de choses dans ce film qui est raconté, que ce soit dans la technique, ou ce soit dans le jeu ou dans le scénario. Donc moi, ça a été vraiment, je te dis, une grosse révélation pour moi. Donc en fait, toi, tu vois le film à 13 ans, et quand tu vois le film, tu te dis, j'ai envie de devenir réalisateur. Exactement. Et ce film, vraiment, ça a été pour moi le déclic. Tu vois ce film et tu te dis, tu veux être réal. Moi, aujourd'hui, je suis réal, je vois ce film. Mais pour moi, ouais, en fait, il y avait un peu un côté documentaire, mais pour moi, c'était même pas du cinéma, en fait. Pour moi, déjà, c'était même pas... En fait, ça, c'est une des caractérisations du film. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le film qui est mêlé au documentaire. Ne serait-ce que par les images d'archives qu'on a au départ. Et la réalité et la fiction se confondent. Tu as notamment les personnages principaux qui sont appelés par leur véritable prénom. Donc tout ça, ça accentue aussi les plans séquences. Les plans séquences qui donnent l'effet d'immédiateté. Tu as une musique de générique de Bob Marley qui est très revendicatrice dans son essence. Donc voilà, par rapport à des choix comme ça, esthétiques et cinématographiques, le noir et blanc qui, à mon avis, est inspiré, en tout cas il le dit, il s'est beaucoup inspiré de Scorsese. On sait que Raging Bull est en noir et blanc. On sait que, par exemple, un des courts-métrages de Kassovitz était tourné aussi en noir et blanc. Donc tout ça, à mon avis, ajoute sur ce côté documentaire, ouais. Quand moi je vois le film, on se dit pas, ouais, je veux devenir réalisateur. Je dis, ouais,
Je veux devenir Saïd, Vincent et Hubert. Et moi, je me rappelle, j'avais 2 potes avec qui je traînais beaucoup. Il y en a un, c'était un blanc, il s'appelait Rémi. Dédicace à lui, il s'inventait des origines espagnoles parce que c'était pas à la mode d'être français. Et j'avais un autre, c'était un rebeu. Nordine. Et ça fait que. Et lui, il se prenait pour un Italien. Et non, lui, et en fait, on faisait, tu vois, on était là, un noir, un blanc, un arabe, et on faisait les Remake de la haine. Et on faisait les remakes de la haine. Partout, on taguait Saïd baisse la police, on taguait partout. On l'avait appris par cœur, le tag, on le connaissait par cœur. On se disait, ouais, eux, c'est nous. Moi, je le regarde plus tard que vous. Donc, je le regarde, peut-être j'ai 21 ans quand je le regarde, donc je suis bien plus mature que vous à l'époque. Je m'intéresse plus profondément au cinéma, où je me dis, je suis dans cette phase-là où je veux écrire des films. Donc, c'est-à-dire que moi, il me donne une confiance en moi, mais ça me donne pas envie d'être réalisateur grâce à ce film-là. Parce que je suis aussi en train d'apprendre aussi qui réalise, qui fait quoi, c'est qui les mecs autour de ce film-là. Et oui, Kassovitz, il vient pas de la cité comme moi. Donc, c'est-à-dire que il m'inspire pas forcément un truc en mode je vais faire comme Kassovitz parce que il a le même parcours que moi. Par contre, oui, j'ai envie de traîner avec eux. On va rentrer dans les points forts. Donc, on en a parlé, la fiction qui est mêlée au documentaire via les images d'archives de départ, le choix du noir et blanc qui ancre le film dans une réalité assez dure. Kassovitz dira en fait que s'il a voulu faire le film en noir et blanc, c'est parce qu'il trouvait que le quartier était trop terne. Ils ont tourné en couleur, mais ils ont projeté le film en noir et blanc et l'idée, c'était de se dire, si le film fait un flop au cinéma, on aura toujours la possibilité de l'envoyer en couleur à la télé. Parce que à l'époque, un film en noir et blanc à la télé, pour eux, c'est sûr que ça n'allait pas marcher. Vu que le film, il a cartonné en noir et blanc, il a conservé sa couleur monochrome. Effectivement, pour rentrer un peu plus dans l'aspect technique du film, globalement, il ne se passe pas grand-chose, mais en réalité, le cadre, il est toujours occupé par quelque chose. Et c'est ça qui est très, très fort. Et ça, par exemple, Kassovitz, il le tient de Spielberg. Le fait de toujours, en fait, occuper le cadre. Il se passe toujours quelque chose dans le cadre. Le fait aussi d'être dans des occupations de plans. C'est-à-dire qu'il va minimiser certains plans, dans le sens où, au lieu, par exemple, de faire 3 plans, en un plan, il va raconter la même chose que sur 3. Économie de plan. Parce qu'il faut savoir que c'est un film aussi qui n'a pas énormément de budget. Il va tourner, par exemple, en focale longue. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'autorisation de tournage à Paris. Il faut bloquer des rues, ils n'ont pas le budget. Et là, les personnes qui vont critiquer ensuite le film, ils vont se dire « Ah, mais c'est un génie. En fait, il a voulu isoler les personnages. Il voulait les montrer qu'ils étaient flous parce qu'ils étaient plus dans leur quartier. C'est pour ça que leur perspective allait écraser. » Alors que lui, pas du tout. Il a fait ça à la base pour des contraintes. Et de contraintes naissent des intentions esthétiques qui n'étaient pas les siennes et du coup qui servent encore son film. Ce que tu soulignes, c'est aussi ça le génie du film. C'est que le réalisateur, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a baigné dans le cinéma, qui est né dans le cinéma. C'est-à-dire que dès qu'il fait La haine, il sait qu'il tient un film politique, un film engagé. Il fait La haine avec l'idée de se dire, je vais faire un chef-d'œuvre. C'est pour ça qu'il prend le parti pris dès le départ de dire, je vais le faire en noir et blanc. En noir et blanc, c'est les films intemporels qui traversent le temps. Comme ça, mon film, il va jamais vieillir. Il l'avait pensé comme ça. Il l'avait pensé et réfléchi, ouais. Il l'avait anticipé. Et bien sûr, tu vois que c'est un mec qui a une culture cinématographique de ouf. Son père, c'est un cinéaste de fou. Sa mère, c'est une monteuse avant-gardiste. Il a baigné dedans. Je sais pas s'il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et en tout cas, il est né avec un clap en argent dès la naissance. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Non, bien sûr. Ça déchire, tu vois, ça tue. De toute façon, attends, deuxième film. T'as 26 ans, tu fais ton deuxième film. Ça veut tout dire. Il a su utiliser l'inspiration, comme je disais, de ces grands cinéastes, pour la plupart américains. On a cité Scorsese, Spielberg. Tarantino, je sais pas si à cette époque-là, parce qu'il venait de sortir Reservoir Dogs, peut-être. C'est ça, Reservoir Dogs. Ouais. Spike Lee, en tout cas, avec Do the Right Thing, ça c'est sûr, pour le côté émeutier. Tarantino, c'est sûr, dans des dialogues. Paf le chien et Hercule. Quand il te ménèque sur ça, c'est des dialogues qu'il y a dans Reservoir Dogs où les truands parlent d'une chanson de Madonna, etc. Like a Virgin de Madonna. Après, les références, elles doivent être clairement multiples. Mais là où effectivement le film est pensé et réfléchi, au niveau du rythme, ça c'est très très important pour Kassovitz parce que c'est aussi un monteur, il a aussi monté le film. Donc il a un sens du rythme incroyable. Si on regarde bien les séquences sont jamais laissées au hasard. Les derniers plans qui succèdent en fait chaque séquence, t'as soit une petite interlude, soit t'as un raccord. C'est vraiment très très bien pensé. Moi, j'avais jamais remarqué, le premier plan et le dernier plan se répondent. Ah oui, bien sûr, ouais. Travelling avance sur Saïd, où là, il ouvre les yeux, premier plan du film, dernier plan, il ferme les yeux. Moi, j'avais jamais remarqué. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Pour moi, c'est un des propos forts du film. C'est-à-dire que t'es dans la cité, et La haine, c'est quoi, en fait? En réalité, parce que moi, je l'avais vu à l'époque, et je l'ai revu là. Et entre les deux, ça faisait presque 30 ans que je n'avais pas vu le film.
Toujours, j'en avais entendu parler. Et à l'époque, je l'ai regardé comme un petit jeune de banlieue. C'est-à-dire que quand il parlait de Saïd et Vince, tout ça, c'était ma vie, c'était mon quotidien dont il parlait. Et là, je l'ai re-regardé pour le podcast, avec un œil de réalisateur. Et là, je me suis dit, ah ouais. Parce que moi, ce qui m'a touché, je me dis, ouais, c'est un film culte. Et moi, je suis un fan des intrigues. Je me dis, il n'y a pas d'intrigue. Mais le film, c'est un film culte. Il a réussi à nous tenir en haleine alors qu'il n'y a pas d'intrigue. En fait, c'est tellement fort parce qu'en fait, il arrive à nous passionner en filmant l'ennui. Il filme l'ennui, il filme l'enfermement. Il fait la punchline célèbre. On est enfermé dehors. Ça, combien de fois on l'a sorti quand on rate notre train de banlieue, quand on arrête. Les habitants des quartiers, ils se sont identifiés et on s'est approprié les punchlines du film. C'est ça. Et justement, il filme l'enfermement, il filme l'ennui, il filme l'exclusion. Et dedans, en fait, il y a un truc un éternel recommencement. Cyclique, ouais. Ouais, un cycle. Et en fait, le cycle, et là, il nous montre en fait le cycle on commence par l'émeute, il ouvre les yeux, et en fait, on retourne. En fait, c'est condamné à se répéter. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 30 ans après la haine, quasiment 30 ans après la haine, en fait, les banlieues, c'est encore toujours le même problème. Et en fait, déjà, il a cette vision de se dire un éternel recommencement. Bien, la punchline de Youssoupha, pas mal. Je sais que t'aimes bien ce morceau. C'est toi qui me l'avais recommandé pas mal. Donc le film, il s'ouvre et se ferme sur une bavure, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Nico? Pour répondre à Ladji, qui a complètement raison par rapport à l'absence d'intrigue, là où il arrive à nous accrocher sur la présentation des personnages. Et en fait, on s'attache à ces trois potes pour répondre aussi à ce que tu disais par rapport au fait que les deux plans, le plan du début et le plan de fin se répondent. Les trois personnages, quand ils se présentent, l'ouverture des yeux avec un coup de feu, d'accord, sur Saïd Taghmaoui. Ensuite, Cassel, le dernier plan, coup de feu. Et pareil pour Jules Koundé. Il y a des coups de feu à chaque fois, sur les trois personnages. Et leur présentation de leur nom, elle est faite visuellement. Exactement. Avec Hubert Koundé, avec l'affiche de boxe, la bague pour Vince, et Saïd en taguant baise la police. Aujourd'hui, avec notre œil, on peut encore plus savourer, alors qu'à l'époque, on n'a pas forcément remarqué. Mais pour dire à quel point tout était pensé et réfléchi. Tout était calculé. De manière... Et justement, donc, il y a des références, des punchlines qui sont clairement aujourd'hui dans la pop culture. Je vais en sortir quelques-unes. Nique sa mère, le maire. Ça, je les ai notés, je me rappelle. Elle est simple, mais d'une efficacité redoutable. Ça, tous les mecs, même les mecs qui aimaient bien leur mère dans leur ville, à un moment donné, ils l'ont sorti au haut d'un immeuble, tu vois. En 2013, j'ai filmé les émeutes à Trappes et j'interviewe les émeutiers et tout. Et il l'a sorti pendant les émeutes. Hey, il y a le maire! Nique sa mère, le maire! Et il y en a, ils savent même pas que ça vient de ce film. Justement, les émeutiers qui le sortaient, ils savaient pas que ça venait de la haine. Et c'est moi qui leur ai dit, vous savez que ça vient de la haine? Je dis, je sais pas, moi, c'est quoi la haine? Il m'a dit, c'est quoi la haine? C'est ce que t'as. C'est ce que tu as actuellement quand tu dis ça. Donc, aussi, c'est à moi que tu parles comme ça. Comme je disais, référence à De Niro dans Taxi Driver, Scorsese. Et moi, par exemple, je savais pas que ça venait de là. C'est après... Mais c'est normal, on est ado quand on découvre le film. Comment veux-tu qu'on ait tout ce patrimoine cinématographique? Lui, il les a. Il a 26 ans. Il est né dans le cinéma. Nous, on n'est même pas au courant. Tu vois? Donc, c'est forcément... Nous, on va regarder des films Terminator 2, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément regarder Raging Bull tout de suite, tu vois? C'est plus des films quand même qui sont assez autorisants, en réalité. Après, il y a la punch que tu as sortie. On est enfermé dehors. Attends, mais c'est à moi que tu parles. Vas-y, qui l'a fait devant le miroir? Il y a aussi des choses qui sont vraiment propres au quartier. Tu parles comme ça, là. C'est à moi que tu parles comme ça? Avant les bagarres, tu te chauffes tout seul. C'était une forme de développement personnel c'est ça, avant l'heure. Avant les bagarres, c'était quoi? Les films de Bruce Lee, les films de Van Damme, Rocky. Et c'est à moi que tu parles comme ça? C'est à moi que tu parles? Il y a certaines choses, parce que tu me dis, en fait, il n'y a pas d'intrigue. On filme l'ennui, mais on filme surtout des choses qu'on n'avait jamais vues avant au cinéma, à savoir la réalité et certains comportements de mecs de quartier. Par exemple, le mec qui gratte, le gratteur, qui gratte de l'argent pour le merguez sur le toit. Tu vois, le mendiant. Ça, on l'a tous vécu, ça. Le mec qui te raconte une histoire, tu t'en bats les reins, mais t'as rien à faire. Et tu joues avec ton crachat. Ça m'a choqué. Parce que j'ai tout de suite, tu vois, quand je vois Vince faire ça, qui joue avec son crachat comme ça, qui galère, j'ai vu des mecs de mon quartier faire ça, réellement. Donc, c'est assez prodigieux. Et encore une fois, ça rejoint sur cet aspect très documentaire. Parce que pour la première fois, on se voyait à l'écran. Ça qui était fort. Dans les punchlines qui sont restés, t'en as noté d'autres encore? C'est le carnaval ou là, wesh? Vous parlez de quoi, là? Vous parlez de quoi, là? Tu vois, ça aussi,
C'est le carnaval ou la wesh. Alors celle-là aussi, elle est rentrée dans la pop culture Mina, de fou. putain. Mina. Ah, sinon, il y a affreux. Ah, celle-là, elle est restée Chicken forte. de coke. Ouais, Celle-là. mais sinon, j'ai été contraint d'embarquer le chef. Ah non, mais Celle-là, elle est Moka. Moi, comme mon gars, celle-là, on l'a gardée. C'est Saïd le chef. Ce keuf-là, même aux Antilles, les keufs, ils parlent pas comme ça, frère. Saïd le chef. Attends, sinon, il y en avait une autre aussi. Moi, il y avait une phrase qu'on utilisait beaucoup quand on était petit. C'était avant de faire une connerie, on se chauffe pour la connerie. Après, il y en a un qui dit, non, les gars, ça se fait pas, faut pas le faire et tout. Non. Et là, on se dit, non, mais ils ont tué Abdel. On le fait pour Abdel. Et là, tout de suite, on part de dire, Abdel, ça nous justifie après une connerie. Il y a aussi la scène des cheveux. Quand tu lui coupes les cheveux, il lui dit C'est froid, là. pourquoi c'est froid? Il fait sur la tête de ma mère. Pourquoi tu jures? Il dit, c'est la mode à New York. C'est la mode à Ils New ont tous York. cette coupe à New York. Quand ils s'embrouillent avec Hubert, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils ont cette espèce de conflit avec Hubert et Vince, où il dit moi je sais qui je suis et d'où je viens. Et là, t'as un voisin à 2h du matin, bah retourne-y, connard. En fait, il n'y a pas un moment où tu t'ennuies dans le film. Il n'y a pas de moment creux, en vérité. Tu vois, même quand il dit, ouais, ils sont tous les deux, il dit, ah, t'as pété. Mais c'est toi, je reconnais ton P. C'est un truc typiquement de mec de quartier. Tu vois, genre, c'est toi, c'est sûr. On est deux, ça peut être que toi. Ah oui. Ou sinon, il y a la punchline. Ça a marqué toute notre jeunesse. C'est comme les superstitions, faut pas marcher sous un escabeau. Sous un escabeau, un truc comme ça. Bah, nous, il y avait la même chose. Faut pas être statique dans les escalators. Parce que comme dans le film, je sais plus c'est qui dit... Alors ça, c'est super intéressant, mais ça, on va en reparler dans les réserves, parce que ça, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette scène-là. Quand il descend. Et en tout cas, le fait qu'il ait fait cette remarque, c'est les gens qui se laissent porter par le système et tout, qui sont statiques dans les escalators, ça fait que nous, toute notre jeunesse, dans les escalators, on marchait. On se dit non, on va pas se laisser porter par le système, on marche. Juste en référence à ça. Il y a des choses qui n'ont pas changé en 30 ans. Et le côté, par exemple, misère sexuelle, tu vois, en banlieue, ça, c'est une pure réalité. Et c'est toujours d'actualité. Et quand t'as Saïd qui se vante, combien de mecs aussi on a vu ça dans le quartier? Moi, je suis parti avec cette meuf-là, après, et à un moment donné, t'as Saïd, il dit, je suis venu, alors on voulait encore et tout. Et puis là, t'as Vince qui est là, ouais, le vent, t'as niqué. Ouais, mais après ça... Non, mais ça aussi, c'est typiquement des mecs de quartier. Ouais, mais ça, c'est plus l'adolescence que même le mec de quartier. C'est au-delà. Ah, moi, je te dis, j'ai connu des mecs, moi, ils nous ont kidnappés, ils parlaient avec nous pour leur raconter leur histoire. C'est-à-dire, moi, j'étais juste là, et ils me disaient, j'ai rencontré une meuf, elle a son service. Je dis, ouais, je vais partir, reste là. Le mec s'invente une vie. Il a besoin, en fait, d'une séance de psychanalyse, et il prend un petit, et il se confesse sur une réalité qu'il fantasme lui-même, et il se projette. À ce moment-là, il a de l'endorphine quand il imagine ça. Mais en fait, il était tout seul chez lui. Et le fait d'avoir un public, ça rend tout ça encore plus réel. Voilà, exactement. Même à 40 ans, aujourd'hui, sur Paris, tu trouves des gars qui te font des histoires comme ça. Oui, mais la misère sexuelle, elle existe. Mais en banlieue, je trouvais en tout cas que là, elle était... pour moi, réaliste. Passer de moments de légèreté à tout de suite quelque chose où ça peut être le feu, où tu peux t'embrouiller. Un peu comme dans Les Affranchis, tu vois, dans la fameuse scène je suis marrant, je suis drôle avec Joe Pesci. Et ben ça aussi, ça on l'a vécu ça. Tu parles avec des gars, ça se passe bien, tu rigoles, et tout d'un coup, il y en a un, il met un petit point sensible sur quelque chose, soit sur la famille du gars, soit sur sa sœur, soit sur son frère, soit sur son... Et ça part en vrille direct. Et toi, tu sais même pas et t'as pas compris, tu vois. Et tu veux pas perdre la face parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là. Avec Astérix, justement. Voilà. Ça se passe très bien. Et il y a une petite cassure, boum, c'est voilà. Et donc, en fait, tout peut basculer. Après, il y a aussi d'autres éléments qui sont très contextuels à cette époque-là. Il y a une scène où t'as Vince qui va visiter un combat de boxe thaï. Et la boxe thaï en 1995 dans les cités, pour ceux qui savent, c'était vraiment l'équivalent du MMA. Boxe thaï et pitbull. Dans toutes les cités, c'était ça. Exactement. Et cannabis. C'est une scène qui est pas très longue, mais pareil, boxe thaï, kickboxer, tout ça. Danny Bill, tout ça. Voilà, comment il s'appelle le champion qui avait fait un film avec Van Damme là. Jaffa Dida. Mais quand tu regardes le film, tu vois que en réalité, déjà ça on pourra revenir dessus. Mais Kassovitz, quand il parle de la haine, il parle pas aux gens de banlieue. Il parle à Paris, il parle aux gens qui connaissent pas la banlieue. Et il leur dit, regardez, c'est ça la banlieue. Et c'est pour ça qu'il essaye de faire un éventail un peu de tout ce qu'il y a dans la banlieue. Avant ce film, il n'y a pas un DJ qui venait... Après ce film, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Ouais, moi, je l'ai fait. On n'avait pas des platines, on avait juste des enceintes. Il veut montrer aussi la culture hip-hop dans la cité. Et c'est pour ça qu'à un moment, il y a... Ça danse comme ça. Parce que lui, il est entré dans la cité par le prisme de la culture du hip-hop. Les gars avec qui il traînait, c'était des gars qui étaient dans le hip-hop. Ah ouais, bien oui. Voilà, les mecs d'Assassin, TM Solo qu'on voit dans le film, qui est également directeur artistique de la BO. Mais donc voilà, lui, c'est comme ça qu'il a côtoyé ces gars-là. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était cette culture-là. Culture hip-hop. Mais les mecs qui étaient dans le quartier et qui n'avaient pas de culture hip-hop,
Bah, tu vois, lui, il n'avait pas vraiment d'acquaintance avec eux. En vérité, il ne les connaissait pas. Mais là où il a été aussi super intelligent, c'est qu'il est resté quand même 3 mois dans le quartier avant de tourner avec le trio. Ils ont habité ensemble. Et donc, du coup, ça a permis d'être beaucoup plus accepté dans le quartier. Il faut avoir déjà ce réflexe-là de dire, je vais vivre avec les mecs. Comme ça, quand on va tourner avec l'équipe, on sera beaucoup plus accepté. Et en même temps, tu crées une cohésion entre les comédiens parce qu'ils vivent vraiment ensemble. Il y a des versions qui se contredisent sur ça, sur la coécriture. Il y en a qui disent que Tagmaoui a coécrit le scénario de La Haine aussi. Parce que moi, comme tu dis, il y a des fulgurances dedans. Si t'es pas du quartier, si t'es pas imprégné du quartier, tu peux pas les inventer. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? C'est le carnaval ou la wesh? Moi, je sais pas si c'est vraiment écrit ça. Parce que c'est, ou par exemple, quand il parle avec la meuf, je suis timide. Bah oui, je suis timide. Tu veux qu'on parle de quoi? Ça, c'est un truc. Mais ça, si vraiment ils l'ont écrit, c'est du génie. C'est du pur génie. En fait, cette scène-là, il l'a rajoutée à la fin. Elle n'était pas dans le scénario originel parce qu'en fait, il trouvait que il décrivait les personnages de manière trop gentille, avec trop de qualité. Il s'est dit, ouais, il faut quand même que je montre que ce sont des petits cons normaux. Et c'est pour ça qu'il a rajouté cette scène. Et cette scène, en fait, il y a un son de IAM dans leur album, je crois, en 93, Ombre et Lumière. Et ça s'appelle C'est un attentat. Où, en fait, c'est l'histoire de 3-4 mecs de cité qui arrivent dans un vernissage et ils foutent le bordel. Et c'est inspiré du film ou c'est le film qui s'est inspiré de la... C'est un attentat, c'est avant le film. Voilà, d'accord. Ah, donc toi, tu penses qu'ils se sont inspirés? Je sais pas, mais je pense que le film s'est inspiré C'est possible. d'IAM, Ok. qui raconte exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a une petite private joke avec Hubert quand la meuf lui dit « Mais on s'est pas déjà vu quelque part ?» C'est parce qu'ils avaient joué dans Métis ensemble. Si tu regardes bien, Hubert, il va voir parce que c'est la Métis, c'est qui est la plus fraîche. L'autre meuf, elle est un peu éclatée à côté. C'est Karine Viard. C'est Karine Viard. Et c'est toujours ce type de meuf qui parle. La ramène plus alors que c'est pas toi qui est ciblé. Mais nous, on veut bien parler avec vous, mais regardez. Mais il est venu pour la tismer, tu vois. Dans la mise en scène, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est c'est à ce moment-là que Hub, il part en vrille. Tout le film, il a été... Exactement. C'est à partir de ce moment-là où il change de comportement. Mais j'ai pas compris, en fait. Là, il a tourné, il a vrillé. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Quand il jette les verres et tout, la table et tout. Et c'est le moment où, en fait, et là, pour moi, ça m'a coupé du truc. Déjà que Hub, je le trouvais en dessous des autres. Je trouvais trop... Il faisait pas quartier, quoi. Ouais, mais je pense que ça joue aussi sur le fait qu'il était très tard, ils étaient fatigués, donc ça jouait, je pense, sur son comportement. Mais juste avant de voir les filles, les nanas, ils ont fait quand même une dinguerie. Tu fais ça que dans les cités. Ils sont assis. Vous vous en souvenez, cette scène, ils sont tous les trois. Vince, il est debout. Les deux, ils sont assis et ils disent, s'il te plaît, va la voir pour moi. Les deux. Les deux. C'est exactement ça. Nous deux. Cette scène, elle est mythique. Ça existe en cité, mais c'est pas que en cité. Ça, c'est partout, ça. Ouais, mais Non, mais arrête, frère. Là, Mais on parle si. arrête à chaque fois de dire misère Mais sexuelle, si. c'est pas la cité. Le truc, c'est pas la cité. Ça, c'est un truc typiquement de quartier. Nous, on n'a pas vécu dans les quartiers classe plus, les gens que tu côtoies aujourd'hui. Les Yvelines. Versailles. Voilà. Chaville. Château. Viroflay. Frère, Fontenay-Fleury. Même aujourd'hui. La Selle-Saint-Cloud. Même aujourd'hui, frère, 30 ans, 40 ans, il y a des gens, ils sont là, ils disent, vas-y, parle à ta copine de moi. Ah, c'est. Oui, sur le principe, mais la manière dont. C'est la manière. Non, mais la manière, et surtout le mec, il va. Ouais, bon, la manière dont Vince le dit, et après, quand il voit que c'est mort, c'est lui qui agresse. Et d'ailleurs, un truc que j'apprécie aussi énormément, c'est à chaque fois comment il reprend sur les autres. Genre, vas-y, tu te prends pour qui? C'est quoi le tableau? C'est toi le tableau. Il a capté tout de suite ce que je voulais dire. Tu vois. Je te parle pas, toi, mais moi, je te parle. Avec le keuf, avec tout le monde. Vas-y, ta gueule. C'est toi ta gueule. Exactement. Ça, c'est un truc de quartier, frère. T'as pas de répartie, t'es jeune. Parce qu'il faut recontextualiser. Les mecs, ils sont jeunes aussi, tu vois. C'est un film, c'est les mecs, ils se pré-ados, c'est des adolescents. Donc, vas-y, toi, tu ressembles à rien. C'est toi, tu ressembles à rien. Combien de fois ça, on l'a vécu dans des embrouilles quand on discute avec les gars? Les gars, ils ont pas de commentaires, ils te retournent en fait. Ça, c'est quand t'as rien à dire. Quand t'as rien à gueule. dire. C'est toi, ferme ta gueule. Voilà. Pourquoi tu me parles? C'est toi, pourquoi tu parles? Qu'est-ce que t'as? C'est toi, qu'est-ce que t'as? Le meilleur, c'est pourquoi tu me regardes comme ça? C'est toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle dit, t'es marteau. Après, il dit, c'est toi le marteau. Dis ça dans le vernissage. Elle dit ça. C'est toi le marteau. Vous savez que c'est Peter Kassovitz, le père de Kassovitz, le responsable. Quand il fait le malaise des banlieues. Et voilà, à la fin, malaise des banlieues. Justement, on est en plein dedans. Le casting multi-ethnique. Oh, non, Casting, pour moi, il est parfait. Non, casting générationnel. 3 personnalités, 3 religions, des mecs pour moi qui se complètent, même dans le timbre de voix. Ils ont pas du tout le même timbre de voix. Ils ont pas la même taille. Ils ont 3 musicalités différentes. Comme disait Nico au début du podcast, tu t'identifies direct. T'as l'impression de les connaître. Au bout de 20 minutes de film, t'as l'impression que c'est tes potes, t'as grandi avec eux.
t'as tout de suite de l'empathie. Et c'est superbement mis en scène. Des comédiens et de la mise en scène. Une combinaison entre le génie de Kassovitz et de toutes ses inspirations, de tout ce qu'il a fait, de tout son travail, combiné au talent des 3 acteurs. Pour moi, c'est l'équation qui a fait, entre autres, le succès du film. Au niveau du casting, tu vois, bien sûr, il y a les 3 acteurs principaux, mais il y a tout le casting. En fait, il a un casting générationnel. C'est des gens qui vont tous marquer le cinéma français. Il y a des Benoît Magimel, il y a Moutout, il y a Philippe Naon dedans. Rachid Diadani. Il y a l'autre, là. Vincent Lindon. Il y a Zindine, je sais plus comment il s'appelle. Soalem. Ouais. Vincent Lindon, Karine Viard. Le flic, là, Samir, là, j'oublie son nom toujours là. Ouais, le flic... Le flic gentil, là, le rebeu. C'est un vrai casting générationnel. Oui, mais après ça, tu sais pas si les mecs ils vont percer. Le film, ça a été aussi une impulsion. Quand tu sais que t'étais dans la haine, peut-être ça t'ouvre aussi des portes par la Bien suite. sûr. Mais, certains, ouais. mais justement, quand tu regardes après de manière rétrospective, tous les grands films, c'est des films qui ont lancé les comédiens principaux, mais qui ont aussi lancé toute la myriade d'acteurs qui étaient derrière. Pour en revenir au personnage, t'as Vince qui est révolté, donc qui est toujours en révolte constante. T'as Saïd qui est un peu qui a un petit côté Le bout en train. le bout en train, énergie débordante et en même temps un peu vanneur et tout ça, tu vois. Fataliste aussi. C'est un peu le chien fou, un peu fataliste aussi, tu vois, comme tu dis, vanneur, quand même assez impulsif. Et t'as Hubert qui est plus équilibré, qu'on peut désigner au départ comme la force tranquille. Tu vois, celui qui est un peu plus réfléchi que les autres. La fatalité, il y a 2 types de fatalité. Il y a la fatalité un peu à la Saïd. Rien va changer, ça sert à rien, c'est la merde. Mais il y a la fatalité aussi un peu mélancolique de Hubert. Ah, c'est la merde, en fait. Ici, il n'y a plus rien à faire, il faut que je me barre. Côté un peu boys in the hood, hein, quand même ça. Effectivement, ouais. Et donc, pour lui, son salut, c'est de quitter la cité. Vince, lui, son salut, c'est la révolte, faut tout casser. Et Saïd, c'est vas-y, c'est la merde, ad vitam aeternam. Mais tu vois que Saïd et Vince, eux, ils ont des trucs à se prouver. C'est-à-dire que le moindre truc, ils aboient comme des petits chiens et tout. Hubert, c'est la force tranquille parce que tu sens qu'en fait, lui... C'est un boxeur. Ouais, voilà, c'est ça. Il est confiant de sa force. Tout simplement. Et les 2 autres, ils sautent sur tout. En fait, l'intrigue du film, à la base, c'est est-ce qu'il va buter un flic ou pas? Mais ça prend pas. Parce que dès le début, tu sens que Vince, en fait, c'est une grande gueule et qu'il va rien faire. Et en plus, on n'est pas touché par... en fait, on est touché par les 3 personnages, mais on n'est pas touché par Abdelisha. Donc, en fait, sa mort, ça nous affecte pas. Et ça fait que c'est pour ça que l'intrigue, elle prend pas. Mais les personnages, ils nous intéressent. On sait très bien que Vince, c'est une grande gueule, mais l'évolution des personnages, comment ils vont régler leurs problèmes intérieurs à la fin de cette journée, ça, c'est intéressant. Les 3 personnages sont complémentaires. Et à chaque fois dans le film, là où ils vont, il se passe toujours un truc. Et à chaque fois, c'est que du négatif. Il y a toujours des embrouilles. Ça se passe jamais bien. Non, quand ils vont chez Darty, ça va. D'ailleurs, chez Darty, Non, Darty, ça, c'est légendaire. C'est-à-dire que tout de suite, t'as un amas de carton, Kenwood. Ouais. Tu te dis, mais déjà, tu connais pas le film, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que pourquoi il a tout ça chez lui? Tout d'un coup, il l'appelle Darty. Mais tout de suite, t'as compris. Tu vois? C'est vraiment dans la règle de scénaristique, c'est ne dis pas montre, don't tell, show. Là, on est complètement là-dedans. Et ne serait-ce que toujours les petits détails avec l'antenne. On a tous eu cette antenne éclatée. Et t'as toujours une branche qui se pète. Et à un moment donné, t'as Vince qui essaye de la régler et t'as l'antenne qui tombe. C'est des petits détails qui font toute la différence. Et encore une fois, qui ancrent le film dans une réalité. Mais concernant les personnages, comme par exemple Vince, dans l'écriture, là où c'est ouf, c'est que à la base, je pense que Vince, on aurait pu le détester même. Parce qu'il est chiant, il est bête, tu vois, il vénère un peu, tu vois, il a une grande gueule. En fait, tu le détestes pas. Et c'est ça qui est fort pour moi dans son écriture. Tu vois qu'il est révolté, et en fait, tu vois que ça révolte, parce qu'en fait... Parce qu'il est mauvais, mais il a un bon fond. Ouais, mais parce que quand tu regardes ça... Je suis mauvais, mais j'ai un bon fond. La révolte, pas capté, pourquoi elle nous touche? Pas mal. Pourquoi elle nous touche, la révolte de Vince? Parce que tu regardes, en fait, lui, il est blanc, il est juif. Ça fait qu'en fait, tu te dis, en fait, il est révolté pour des trucs qui le concernent pas. Et à un moment donné, même il y a le dialogue. Il dit, ouais, ils nous respectent pas, on va les buter. Et il fait une référence, ouais, nous, les Noirs et les Arabes, nous, ils arrêtent pas de nous taper, les flics. Non, il dit, ouais, j'ai pas envie d'être le prochain. Voilà, le prochain qui va se faire la faire scène de la coiffure. Et là, l'autre, il lui dit, ah ouais, Saïd, il lui dit, ah, t'as pas envie d'être le prochain rebeu. Va te faire tuer dans un commissariat. Ouais. Non, parce que lui, il le pense vraiment. Voilà, lui, il est tellement identifié à la cité et tout, qu'il dit, ouais, j'ai pas envie d'être le prochain. Et il se rend pas compte de la dinguerie qu'il est en train de dire. Et en fait, il y a des mecs comme ça dans les quartiers. Moi, j'en ai connu des mecs comme ça. Des blancs comme ça qui sont encore plus révoltés que des Arabes et des Noirs. C'est ça. Et en fait, c'est en ça que ça révolte le personnage qui pourrait être antipathique. Et en fait, on se rend compte que sa révolte, elle vient de l'empathie pour ses frères de classe. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la même situation, il les aime à un tel point qu'il veut les défendre, quitte à se sacrifier et à mettre sa vie en l'air. Hubert, il a aussi un côté très protecteur. Il a un côté protecteur par rapport à ses potes. Et Vince,
c'est peut-être plus généralisé. Je m'explique. Hubert, ça fait partie des réserves que j'ai dans le film. J'ai pas compris, en revoyant, pourquoi il était en telle opposition avec Vince pour l'histoire, en fait, du flingue. Carrément à s'embrouiller à plusieurs reprises avec lui. Aujourd'hui, dans les quartiers, un mec, il a un flingue, il me fait un truc, tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, fais ta vie, frère, va en zonzon, meurs. Les gens, chacun pour sa peau. Tu donnes un conseil à un mec, il le veut pas, lui, il l'embrouille. On dirait, il va tuer ton daron, c'est ton daron, le keuf, qui va tuer. En plus, à l'époque, J'ai pas compris, en fait, mec, ça. il a un flingue, tu te dis, oh lourd, Voilà. c'est lourd. Mais en fait, c'est parce que je pense qu'il veut du bien pour lui et il se dit, il a pas assez de recul. Il a déjà un frère en prison. C'est ça. C'est sa bienveillance. C'est pour ça qu'il dit, ouais, il pète un câble, il comprend rien. Et Vince, il comprend pas. Il dit, pourquoi lui, il me casse la tête à chaque fois? Il le dit à un moment donné à Saïd, il dit, mais pourquoi il fait ça? Et autre chose, quand ils se font à un moment donné torturer dans le commissariat, de police, ouais, grave. à un moment donné, il y a un des keufs qui frappe Saïd, il dit, touche-le pas. Et t'as Hubert qui se vénère, il dit, ne le touche pas. C'est fort, ça. Il est très, très bienveillant et protecteur, Hubert. Par rapport aux autres, il est plus mature. Il est déjà autonome, même dans le deal. Il vend, il a son argent, il ramène l'argent à sa mère, il est boxeur, il a une salle de boxe. Alors que tu vois que Vince, c'est un boulet. C'est ses petits, en fait. T'as vu, il y a toujours un mal alpha, on va dire, dans la meute. Il a le leadership. La force tranquille. Dans la force tranquille, il a le leadership dans la bande. Il a pas le leadership quand même. Je trouve pas dans la bande. Bah si, C'est parce la que valeur sûre, mais. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Comme disaient les inconnus. dans le commissariat, comme il dit Jamel, les deux keufs les deux baqueux qui le tapent, à aucun moment tu vois Saïd dire hey, touche-le pas. Parce que frère, l'autre c'est un boxeur, l'autre c'est un bonhomme, l'autre il met les coups, il a pas peur et personne va le taper, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas Saïd qui va dire touche-le pas. Pourtant, il y a des petits tout maigres qui sont vifs et qui ont pas peur Ils de sont voir la hargneux. bouche, tu vois. Mais Hubert, pour moi, il a le leadership dans ce fort. Il est vraiment dans la protection. D'ailleurs, c'est à lui, à la fin, que Vince remet le gun. Ah ouais. Pourquoi il le remet pas à Saïd, le garant de la paix sociale, Le plus mature. le plus mature? Il dit, voilà, tiens, ok, t'avais raison, tiens, récupère-le. Il a un business alors là, c'est du deal, mais il tient un business. Tu vois que quand il gère son business, les gens viennent lui donner son argent, ils sont respectueux avec lui et tout. Et quand même, tu vois, on sait pas vraiment ils ont quel âge. Il a une salle de boxe. Tu vois, c'est pas rien d'avoir une salle de boxe quand même. C'est un boxeur et il a une salle de boxe. En général, tu vois ça dans les cités, un mec qui a 30 ans. Là, tu te dis peut-être qu'ils ont 20 ans, même pas encore 20 ans. Lui, il a déjà ça. Tu sais que dans le quartier, C'est une forme d'accomplissement. ouais, voilà. Tu sais que dans le quartier, c'est un mec qui est respecté de tous, qui est connu de tous. Et de toute façon, même, tu vois, le flic qui vient de leur cité, comment il lui On parle. monte devant dans la voiture des keufs, c'est des trucs tout bêtes, ils montent pas derrière. Alors que Vince, il est électrique. Pourquoi tu lui serres la main? C'est un traître. Tous les gens qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, les autres, ce sont des Noirs et des Arabes, ils ont des vrais problèmes de cité. Bon, moi, je suis là, faut que je leur montre que je suis parmi eux. C'est le même syndrome que quand tu as un Noir ou un Arabe dans la police. Il va en faire plus que quand tu as un contrôleur. Tu vois, c'est-à-dire que pour te faire accepter de ton nouveau groupe, tu dois leur montrer que tu es encore plus fidèle que eux, tu vas toujours en faire plus, toujours en rajouter, aller jusqu'au bout. Et Vince, il est vraiment dans ça. C'est vraiment le jusqu'en boutiste, comme on dit. Il y a une scène sur laquelle je voudrais revenir. C'est la scène avec façon Taxi Driver, où pour moi, c'est vraiment une scène qui illustre parfaitement ce que je disais, la combinaison du charisme de l'acteur et de la maestria technique de Kassovitz. Où il y a un autre plan aussi qui est super intéressant, c'est que le petit qui raconte son histoire. Et là, il a posé un travelling sur un travelling pour pas qu'on voit en fait Les rails. les rails. Il a mis des rails sur des rails. Du coup, il a toujours, tu vois, peut-être 50 cm, 1 mètre d'avance et donc on les voit pas. Et le plan avance comme ça, doucement. Et le petit, en fait, il est super fort. C'est qui le mec connu? Et là aussi, Moi, je sais Saïd, pas, moi. Saïd, il fait rien. Il lui jette des cailloux. Et à un moment donné, le petit, il se retourne de manière spontanée. Il fait, vas-y, c'est bon, arrête. Tu dis, mais là, c'est même pas un film, c'est réel. Parce qu'il y a beaucoup de plans séquences dans le film. Hein. En le revoyant, tu t'en rends compte. Quand ils sont là, ils entendent le bruit d'une moto. Omniprésent dans la fin des années 90. C'est un CR. Non, c'est un KX. C'est le Ah, mais KX non, de ta ça, c'est mère. les YZ de trucs. Mais non, c'est le KF de Mohamed. Encore une autre scène. Bon, alors après ça, comme tu dis, là, je te l'accorde, c'est pas que les mecs de quartier, mais le fait de passer au cinéma par la porte de secours. On l'a tellement fait, nous. Il y a trop de références Il a dans dit, le on a film. tellement fait. Parce que oui, la pauvreté peut-être amenait que tu n'avais pas les moyens d'aller au cinéma. Donc, c'était peut-être plus ancré chez les mecs de cité qui n'avaient pas d'argent. Plus généralisé, c'est Donc, vrai. Quand ils arrivent sur Paris et qu'ils sont ils sont dans les toilettes, c'est-à-dire que tu les vois sur le même plan. Alors, il fait un jeu avec les miroirs. C'est un plan de ouf. Tu savais que tu les vois tous les trois, alors qu'il y en a un qui est aux toilettes, l'autre, il est en train de se laver les mains. C'est le plan préféré de Kassovitz. Il le dit, à chaque fois quand il voit ce plan-là, il est en sang dessus. Ouais, moi aussi. Il fait, ouais, c'est incroyable et tout. Il est en sang sur son propre travail. Il fait, ah, c'est un truc de fou. et Il a tout. raison. Ah ouais, non, ce plan-là, il est magnifique. C'est ce que je disais, c'est l'économie de plan. Lui, il n'était pas dans une optique de champ contre champ,
plan large, classique, découpage. Lui, il voulait à chaque fois innover en fonction, en fait, du décor. Et là, il avait expliqué qu'ils avaient réussi à faire ils avaient une autorisation de tournage, tu vois, dans un café, dans un sous-sol. Ils l'ont fait sur Paris. D'ailleurs, il y a du scotch, il explique. Il y a du gaffeur, en fait, sur le miroir. C'est parce qu'en fait, on voyait le projecteur. Donc, du coup, il fallait trouver une solution. Donc, il a mis du gaffeur. Et là encore, ça donne un côté un peu précaire. À chaque fois qu'il trouve une solution, ça améliore, en fait, si tu veux, le rendu final. Il casse un peu les codes des plans d'habitude, genre, tu vois, même les contre-plongées sur Vincent quand il dort, quand il vient de se réveiller, là. C'est pas des plans que tu voyais beaucoup, tu vois. Après, tu as un balayage où la caméra, elle pivote, elle fait un panneau, et après, tu as la sœur qui rentre. Et en même temps, tu découvres l'univers du personnage. Les posters. On va évoquer les réserves. Père cinéaste, mère monteuse, pas un mec issu des banlieues. À la base, c'est un art inaccessible. Est-ce que ça vous pose un problème sur le principe? C'est un cinéaste qui choisit de parler d'un sujet. Tu dois pas venir du Moyen-Âge pour faire un film sur le Moyen-Âge. Sinon, Pour toi, c'est un faux débat. ouais, c'est un faux débat. C'est un débat de jaloux, je te dirais. Alors moi, sur son cas à lui, c'est pas un débat, ouais. Parce que il a éteint avec le film. Les références qu'il met venant de la banlieue et cinématographiques qu'il a réunies dans ce même film, il y a toute cette fougue de son deuxième long métrage et d'avoir mis voilà toute cette culture hip-hop, par exemple, la culture hip-hop dans ce film, sur le DJing, le graffiti, le rap et la danse. Il s'est inspiré de la cité pour update encore plus la cité. Il a fait un honneur, tu vois. En Il vrai. a inspiré la cité pour inspirer la cité Il ensuite. a fait un trébutin. T'as vu, il a pas fait des clichés pétés. Les gars, ils ont raison. Pour moi, c'est un faux débat. Je pense que là où ils ont été forts, tu le disais, parce que je viens de le découvrir, c'est ils étaient en immersion pendant 3 mois. Je pense qu'il a traîné avec des mecs de cité. Donc forcément, c'est ça qui fait sa force aussi. C'est comme le débat sur Booba. Les gens, ouais, il vient pas de la cité, il vient pas de la cité. Mais le mec, Attention. il a réussi, il arrive à parler de la cité. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire quoi de venir de la Je vais cité? censurer l'épisode. Je peux que tu parles de Booba après. C'est bizarre. On parle de cinéma. Mais bien sûr, parce que ce débat, il vient tout le temps. Il vient de la cité, il vient pas de la cité. Mais ça veut dire quoi? Tu viens de la cité, mais t'es tout claqué, tu sais pas faire de film. C'était pas le premier. Il y a des gens de cité qui ont fait des films, même avant La Haine. Mais leur film, il est claqué. Il y a des critères qu'il faut avoir pour parler correctement et faire un bon film respectueux et beau à la fois, tu vois. C'est un sujet qui est toujours d'actualité, puisque même aujourd'hui, sur certains films, il y a certains critiques qui disent, voilà, ces mecs-là qui sont pas issus des cités, ils fantasment la vie des mecs des quartiers, ils fantasment les jeunes des cités, et donc, ils les mettent en image avec tel ou tel cliché de manière manichéenne ou caricaturale. En tout cas, voilà, il y avait cette idée de victimisation des jeunes de banlieue. Ça revenait dans les critiques. Moi, je trouve que c'était intéressant aussi. On a parlé des points forts. C'est intéressant aussi de pouvoir aborder cette thématique-là, tu vois. Ça va être encore un sujet, parce qu'à chaque fois qu'il y a un film sur la banlieue, on se dit, attends, est-ce que le réalisateur, est-ce que les comédiens, ils viennent vraiment de la cité? Et en fait, au final, c'est le film, est-ce qu'il sert ou il dessert la cité? Combien en cité, on parle de la cité, comment La Haine nous a marqué, mais dans la cité, il y a aussi des vendus, il y a aussi des grands vendus qu'on va te dire, les noirs, moi je suis un noir et un arabe, c'est tous des voleurs, il y a des gens comme ça. Donc au final, et ces gens-là, ils desservent la cité plus que n'importe quel blanc plein de bons sentiments. Donc au final, c'est le produit que tu as fait, avec ton talent, avec l'art que tu maîtrises, avec l'intelligence que tu as. Est-ce qu'il rend honneur au quartier? Est-ce qu'il rend honneur aux gars des cités? Est-ce qu'il donne de la force ou est-ce qu'il enterre? Ou même tu viens de la cité, tu as toutes les bonnes intentions que tu veux, tu as un scénario, mais ton film il est tout pourri, ton propos il est bien, mais ton film il est mort. Et il y en a plein qui ont fait des films comme ça aussi. On va pas donner de nom, mais... Mais pourquoi? Dis les choses, dis le terme, frère. Dis les termes, mais dis les termes. On dit les choses. Dédicace aux frères de Grigny. Des scènes qui ont vieilli. Moi, je trouve la danse de présentation de Vince, cette scène-là, quand je l'ai revue, pas trop accroché, tu vois. L'apparition de la vache, je sais que c'est mort aux vaches. Je crois que c'est le grand-père de Kassovitz qui disait ça par rapport aux flics. C'est une expression. À savoir qu'il y avait en fait un cirque à côté de la cité. En décembre 2014, le concours France Télévisions Film ton quartier, on a une ferme qui s'appelle la ferme du Bonheur à Nanterre, à la fac. Donc moi, j'ai envie de mettre un animal et faire une scène un peu comme la vache, tu vois. Donc il avait pas de vache, je voulais ramener une vache à la base. Après, il m'a dit, il y a un cochon. J'ai dit, on va éviter le cochon. Et après, il me dit, j'ai un troupeau de moutons. Je dis, on y va. Et donc, je fais la séquence à la fin du film. Les médias, suivez le berger, si vous voulez comprendre la cité, quoi. J'ai pris un autre animal pour raconter ça. Mais je me suis inspiré du film et de cette séquence-là. Après, il y avait une autre référence qui est beaucoup plus ésotérique, qui est due, en fait, c'est une référence, en fait, à la culture juive, où, en fait, la vache,
a une symbolique avec la mort. Et là, certaines personnes ont dit, ah tiens, il y a que lui qui la voit, il va mourir à la fin du film. Incroyable. Tous les mecs de quartier qu'on skisait à cause du bédo. Moi, j'ai plein de potes, ils voyaient des trucs, ils entendaient des trucs. C'est vrai. Très bonne transition parce que j'allais en venir. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes de fumette dans le film. Et c'est vraiment propre à cette période-là, hein, 95 là. Bon, après, nous, on était à Nanterre, c'était un peu particulier, on a toujours vécu ça. La plaque tournante. J'ai l'impression que c'était vraiment dans tous les quartiers à ce moment-là où le business de cannabis, il était ancré parce qu'il y a beaucoup de scènes où ça fume, où ça coupe. Et moi, j'ai trouvé ça un peu too much. En revoyant là maintenant, je me suis dit, c'est vrai que c'est très contextualisé de l'époque. Je me disais, peut-être ça, c'est le fantasme un peu d'un mec qui vient pas de la cité, qui connaît pas la cité, tu vois. J'ai trouvé beaucoup de bédos. Et moi, je me suis dit, ça fume plus dans Paris qu'en banlieue. C'est vraiment un ressenti personnel. Moi, j'ai pas ressenti ça. À l'époque, j'étais enfant, donc je captais pas peut-être le truc. C'est représentatif d'une époque. Tu vois, les posters qu'il y a, des posters cannabis, derrière lui, tu vois, des trucs comme ça. Mais par rapport au rêve de la danse de Vincent Cassel, moi, j'ai bien aimé. Ça, c'était une impro, hein. C'était une impro entre deux prises. On est beaucoup dans sa tête. Ouais, mais elle apporte quoi? Elle veut dire quoi, en fait? Qui sait danser? Non, elle veut pas dire grand-chose. Peut-être il veut illustrer que le personnage... il est content, il est dans son rêve, il est en train de rêver. Ouais, il est en train de rêver, ouais. Il vient de faire une nuit d'émeute, il est au max. C'est ça. Il a trouvé le flingue, il est au max. C'est le lieu où il cache le flingue. Donc peut-être il était content, il a posé le flingue, il s'en rappelle et il se réveille, paf. Il rêve aussi à la fin, quand il tue un keuf. Alors moi, maintenant, en le revoyant, la scène qui m'a le plus posé de problème, c'est la fameuse scène dont tu as évoqué tout à l'heure, d'Escalator. Où en fait, c'est Hubert qui carrément stigmatise un cinquantenaire, un blanc, de facho, qui se laisse porter par le système, qui vote forcément à extrême droite. Et je trouve en vérité, c'est un jugement au faciès. Et pour moi, c'est clairement un procès d'intention. Si tu avais fait la même chose avec un Asiatique ou un Renois et que tu avais des Blancs qui sont là et qui diraient la même chose, tout de suite, on aurait crié au racisme. Et là, le fait que ce soit ce daron-là, un Blanc, c'est passé crème, en fait. Les gens, ils sont là. Et puis à un moment, carrément, tu as Saïd qui dit raciste. Mais tu connais pas. Donc, tu juges au faciès. Là où c'était aussi déceptif, c'est le fait que ce soit Hubert qui le sorte. La tête pensante. Le mec réfléchi. Après, encore une fois, c'est un contexte. Les mecs, ils sont jeunes, ils sont ancrés dans leur quartier, ils sont dans leur cité, ils voient les gens comme ça, comme peut-être les gens les voient comme des animaux. On n'est pas à Touari ici. Et d'ailleurs, Kojo. après, quand Vince il dit, exactement, Kojo, ça parlera pas à tout le monde, mais private joke. C'est le moment clé où Hubert, il part en vrille, en fait. Hubert, à ce moment, il part en vrille. Il passe du côté obscur de la force, j'ai l'impression. Ça y est, le mec, on l'a perdu. On l'a perdu. Et moi, cette scène, je l'ai pas trop appréciée dans le sens où là, on sentait le côté un peu politique. Imagine juste, on fait l'inverse, tu mets un daron noir ou arabe. Et tu dis, les mecs, regarde, ces mecs-là, ils se laissent porter par le système, ils grattent les aides, les allocations, nan. Tout le monde va crier au scandale. Là, tu regardes. Non, je pense que pour moi, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme Hubert, il part en vrille. À partir de Paris, il est plus dans ses repères. Donc lui, il est plus mature que les autres, mais en vérité, il veut partir déjà de la cité. Mais est-ce qu'il a les épaules, est-ce qu'il a déjà l'aisance de vivre dans Paris? Donc là, on se rend compte qu'en fait, quand il est avec des bobos de Paris dans un vernissage, il peut skizer comme ses potos, il peut voler une voiture et saucer l'autre à dire qu'il j'ai récupéré la carte du grand bar. Voilà, ils volent des cartes et tout, tu vois. Donc en fait, David Mo, il est pas là. Bon, je la garde. C'est un gros mec du 7-8, comme on l'a dit, en fait. Tu peux quitter la cité, mais la cité ne te quitte pas. C'est étrange ce que tu dis, en fait, parce que moi, cette scène-là, je l'ai pas du tout vue comme ça. Parce que tu fais la référence que le mec, je me dis, ah ouais, c'est vrai, il est blanc. C'est même pas ça. Pour moi, c'est les mecs de cité, le blanc là qui descend les escalators, il représente la société. Il représente pas un blanc ou un... Et en fait, eux, ils sont dans leur rôle de mecs de cité qui se sentent opprimés par le reste de l'humanité et qui vont critiquer les gens. Comme ça, gratuitement. Pour moi, en fait, c'est de la même manière que eux, à un moment donné, quand ils sont dans leur univers, dans leur cité, il y a la journaliste qui vient, on n'est pas aux eaux. Mais une fois qu'ils sortent, eux, de leur zone de confort, en fait, ils reproduisent la même chose. Ils voient les gens, en fait, pour moi, c'était le miroir des stéréotypes. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde est plein de certitudes et de croyances. Tu les poses comme ça, tu les apposes sur les gens. Je suis tout à fait d'accord, sauf que la journaliste, c'était pas le héros du film. C'est pas l'héroïne du film. C'est juste un personnage qui passe comme ça. Alors que là, on a dit qu'on était en empathie avec eux. Donc forcément, si on est en empathie, on va partager leur point de vue. On va plus les comprendre. Ou sinon, à ce moment-là, comme disait Tariq, t'es en rupture. Dis, lui, je le comprends plus.
Comme dans certains films, tu suis le personnage et tout d'un coup, il fait des choses qui sont plus alignées avec tes valeurs et tes principes. Et là, tu dis, ah, là. Ouais, mais la journaliste, elle était en hauteur. Et eux, ils étaient en bas. Donc forcément, il y a ce côté un peu de hauteur. C'est Aux escalators, eux, ils sont en bas et le mec, il est en haut. En fait, il y a une fracture sociale entre la banlieue et Paris. Et là, on le voit directement, comme il dit, l'a dit. Lui, il voit pas un blanc, il voit juste un mec de Paname qui... C'est ça, moi, je vois un tu vois. Oui, après, ça peut être interprété différemment. Moi, personnellement, je le vois comment? Je le vois comme quelqu'un qui est encore ancré dans une réalité, dans un microcosme de quartier et qui a des œillères et qui n'a pas vraiment côtoyé Ouais, c'est ça. beaucoup de monde. Parce qu'en vérité, ce type de caricature et de stigmatisation, tu peux le faire aussi même des Arabes envers les Noirs ou l'inverse. C'était totalement En ça. disant, voilà, les Noirs, ils sont comme ça, les Arabes, ils sont comme ça. Nanana. Donc, au final, tu vois, et quand tu connais les gens, après, par la suite, tu vois, tu fais tomber ces barrières mentales. Ouais, mais je pense que c'est la volonté de l'auteur de nuancer ses personnages. En fait, il veut pas en faire des gens angéliques, des gens qu'on va aimer, des pauvres miséreux qui se font massacrer toute la journée. En fait, il veut montrer que tout est complexe. Que Ils même ont un si, défaut. Ils ont un défaut. même à si chaque t'es fois. victime, tu peux être victime de stéréotypes et toi aussi être porteur de stéréotypes. Donc, en fait, moi, je vois pas cette scène comme un point faible, mais au contraire, une richesse apportée à toutes les nuances qu'on peut avoir dans la nature humaine. C'est que la nature humaine, personne n'est parfait et ces mecs-là, voilà, c'est... À l'inverse de cette scène, tu retrouves presque la même scène quand ils vont voir Astérix. Ils sont sur Paname. Ouais, il va se passer quoi? Là, ils s'embrouillent. Et là, il y a un plan, il est mortel. C'est les escaliers en spirale, comme ça. C'est qu'en fait, ils sont en haut. Au départ, ils étaient bien. Et en fait, ils redescendent. Donc, en gros, ils reviennent à la Et réalité. c'est surtout qu'ils sont rejetés partout où ils vont. Partout où ils vont, ils sont rejetés. Petite ligne de coq, connard. Ils sont rejetés chez Astérix. Bon, après, Astérix aussi, c'est un godin. Eh ouais, Trouduc. Eh ouais. Ils sont rejetés sur le toit. Ils sont rejetés du vernissage. Par Nordine aussi, le frère de Saïd. Ils sont rejetés dans l'hôpital quand ils vont voir le Abdelisha. Ils sont rejetés de la boîte de nuit. Ils sont rejetés partout, les gars. À part à la boxe taille. À part à la boxe taille et au cinéma parce qu'ils passent par derrière. Ils sont rejetés même par le RER pour rentrer chez eux. Ça aussi, c'est clairement une convention de quartier. Nous, combien de fois on a raté RER A, on était bloqué à Châtelet, on était Enfermés obligé de faire dehors. Châtelet-Nanterre. On mettait 2h30 à pied, on rentrait à la maison à 2-3 heures du matin. Mais quand t'es du 7-8, tu peux pas rentrer à pied, donc tu erres solitaire. Non, mais regarde, Vince, à un moment, quand les deux, Saïd et Hubert, ils sont au commissariat, ils se retrouvent à la gare. Frère, comment il arrive, Vince? Moi, dans ma tête, je me suis dit, il va les insulter. Il est venu, il a rien dit. Tout s'est joué sur le regard. Et là, rupture du personnage. On s'est dit, wesh, d'habitude, il est pas comme ça. En fait, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, Vince, c'est un mec, il est jaloux. Regarde. Il va chez Astérix, il fait, c'est qui ce mec? C'est qui lui? C'est qui ce mec-là? Ça se voit que c'est un mec jaloux, il kiffe ses potes, tu vois. Et entre eux, en fait, comme je te dis, ils sont complémentaires, ils se kiffent, mais ils se le disent pas, parce qu'ils ont trop de fierté, les mecs de cité, tu vois. Ah, mais à ce Et moment-là, là, la scène dans la gare, elle m'a fait tellement d'ahak, je me suis dit, frère, il baissait les yeux. Mais oui, parce Et qu'en fait, tout s'est joué sur le regard. ouais, mais parce qu'il sait que eux, en fait, il les revoit bah avec oui, les cocards. c'est plus le contraire. Et il sait que, il est parti quand ils se sont fait attraper par la police. Donc, il sait que lui, il a esquivé et que eux, ils se sont fait tabasser. Mais là, je suis d'accord. Mais vu le caractère de Vince, il aurait pu dire quelque chose. Non, il a compris. Tu Mais là, comprends. il s'est dit, vas-y, je vais tu les rien vois dire. tabasser partout. Ils se sont fait attraper par les flics. Toi, t'as taillé en courant. Il était au cinéma, il a Par la regardé un fenêtre combat de partout. boxe. Tu sais que, zut, les frères, je suis D'ailleurs, il les désolé. retrouve comme ça, c'est une petite facilité scénaristique quand même. Hein. Dernier train, ouais. Dernier train. On peut se dire qu'il se dit que ils ont dit ouais, on prendra le premier train du matin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si. La prochaine question, pour vous, qui porte le film? Est-ce que c'est Vince, Saïd ou Hubert? Qui porte le film? Ouais, j'hésite entre les trois. Ils forment un personnage quelque part. En fait, le personnage, c'est la cité. Ça, on a déjà dit ça, frérot. On parle chinois. Les mecs Non, qui s'étudient mais parlent non, parce chinois. que Ne parle pas taïwanais, la famille. On sait tous qui porte le film, Voilà. et que genre ils ont trois, on a compris ça. Je t'ai pas demandé le trio, je t'ai pas demandé de me faire une Sangoten, une Goku, une Goten, une fusion. Fusion. Je t'ai demandé qui porte le film selon toi. Sinon, tu peux me dire, je passe. Je te dirais alors Saïd. Je te dirais Saïd parce que Vince, c'est un peu too much. Je te dirais, ouais. C'est exacerbé du côté de Vince pour toi. Ok. C'est Saïd. De toute façon, le film s'ouvre par lui et le film se ferme par lui. C'est lui le lien tout le temps entre les embrouilles de Hubert et de Vince. C'est lui qui fait le lien tout le temps et tout. On va sur Paris parce qu'il faut aller chercher l'argent de Astérix, parce qu'il faut aller chercher l'argent chez Astérix et c'est l'argent de Saïd. C'est le fil conducteur, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je trouve que sa prestation, elle est énorme aussi. C'est le seul gars de quartier, apparemment, à ce moment-là. Il est issu de Aulnay-sous-Bois, de la cité des 3000. Je pense qu'en termes de prestation, Vince, c'est ouf parce que lui, il vient pas des cités et il joue le mec de cité terriblement. Mais Saïd, je pense Saïd. Ouais.
Je dirais Ok. Saïd. Moi, à l'inverse, tu vois, j'aurais pu dire Saïd, mais même si je suis pas forcément trop fan du jeu de Vince, je pense que moi, je dirais Vince. Pourquoi? Son personnage, en fait, comme disait Nico, tu peux le détester, mais en fait, il est touchant. Et c'est ce côté un peu où il a joué avec le feu, avec une arme, et qu'à la fin, malheureusement, c'est lui qui clame. Et j'ai trouvé que cette fin, pour moi, était pas mal. Tout a été réfléchi pour que ce personnage, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, à la fin, c'est lui qui va subir cette bavure. Et je me dis, pour moi, Le c'est destin Vince. de l'affichage du temps, en fait, du chronomètre. Exactement. C'est la seule fois où tu as la minute, justement, qui passe à ce moment-là. Tellement j'étais en sens sur la haine, mon premier court-métrage, Chamallow, il est basé sur la haine. L'horloge, exactement. Ces transitions. Et non, pour moi, franchement, même si j'aime Hubert et Saïd, pour moi, c'est Vince. Ah, pour moi, Saïd, incroyable. Incroyable, mais c'est Vincent Cassel, pour moi, qui porte le film. Fort. Mais fort, fort, fort. Par rapport aux séquences, les scènes qu'il a, l'intrigue avec l'arme et le taxi driver, le fait qu'il vient pas de la cité et qu'il s'est fondu comme un mec de cité qu'on peut détester, qu'ils arrivent un petit peu, mais au final que le mec, Attachant, il est attendrissant. attachant de ouf. Sa prestation, elle est très, très forte. Pour moi, il a un charisme que Saïd a un peu moins. Mais Saïd, je kiffe énormément dans le film. Mais je pense que c'était le souhait de Kassovitz de mettre Saïd, leader, etc. Pour moi, c'est le personnage principal presque. Mais Vincent Cassel, tellement il a éteint, Non, je dirais pas ça. tellement il a éteint dans le film, ça a fait que on sait même pas c'est qui le C'est dur, principal. quand même. Saïd, on le voit en premier, il ouvre le bal, etc. Vincent Cassel, dans le film, c'est trop. Vincent Cassel, il représente le fantasme que ceux qui viennent pas de la cité ont de la cité. Il est vraiment le fantasme du mec de cité, nerveux, impulsif, ceci, cela. Non, parce que ça existe, des mecs comme ça. Oui, mais ça existe. Des mecs de cité, t'en vois beaucoup plus. Tu fais des grandes généralités. Là, on est vraiment dans l'école de la généralité. C'est plus proche des mecs comme Saïd que comme Vincent. Mais Vincent, c'est les personnages qu'on retient. Et quand un petit Parisien, tu lui parles de la cité, c'est Vincent, c'est Vince. Et ça parle bien. Parce que la réalité, les gens qui vont aller voir ce film, qui vont noter ce film, qui vont récompenser ce film, c'est qui? C'est les Parisiens. Vincent Cassel, il est vraiment l'archétype du stéréotype de mec de quartier. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses vraies. Mais Jamel, il disait tout à l'heure qu'il a grandi avec deux mecs. Si tu les additionnais, ça faisait une fusion d'un Vincent Cassel. Et en fait, le fait que ces mecs-là, ils existent, ils sont rares. C'est des spécimens rares, on va dire, des Pokémon rares, ces mecs-là. Et que on parle de la prestation, on parle de qui porte. Et le mec qui est Vincent Cassel et qui se met dans son personnage-là et qui réussit à interpréter un personnage comme ça, alors que Saïd, c'est plus dur, c'est plus facile pour lui. C'est un mec de lait. Mais C'est un mec des 3000, comme t'as dit. Attends. C'est easy. Il y a Et deux tu le vois choses. dans son langage et comment Alors, il parle, c'est facile. Alors, il y a deux choses. Il y a qui porte le film, quel est le personnage qui porte le film, ou quel est le comédien qui fait la plus forte prestation. Pour moi, les deux, c'est Vincent non, Cassel. La plus forte prestation de jeu, c'est clairement Vincent Cassel. Parce que Vincent Cassel, il y a un grand écart. C'est pas son univers. Il rentre dans la peau de son univers. Non, mais fais abstraction de ça. Peut-être, imaginons que c'était un mec de quartier, on ne sait pas. On fait abstraction. On regarde sur le film. Comme dans un terrain de foot, on regarde un match de Ligue des Champions. C'est qui l'homme du match? Au montage, ils ont dû voir, ça se voit même dans l'affiche et tout. Moi, l'homme du match, j'aurais dit ça. C'est toi le tableau. Je me sens comme une petite fourmi dans un univers intergalactique. Est-ce que si t'enlèves Saïd, est-ce que la haine, c'est la même? Est-ce que si t'enlèves Vince, est-ce que le film, il a le même impact? La muerte est tout comme Vince. C'est ça qui... La muerte est tout comme Frère, il Vince. dit là, tu parles pas de trucs et frère, il sort ses dialogues. C'est mort, c'est mort. Non, mais en tout cas, le désaccord qu'on a, il révèle une chose, en tout cas, c'est que Hubert, il est bien en dessous. Pourtant, Des fois, même, je te trouve, tu vois, des fois, je trouve même que, qu'est-ce tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois, c'est, même dans ses répliques, même dans son intonation, dans sa scansion, c'est pas un mec de la cité, quoi. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ça, je l'ai entendu 1 million je de me fois. dédouane de ça. Ah non, moi, je me désolidarise de voilà, ça. on se Ah, désolidarise. frérot, je me désolidarise. Non, Pourquoi? non. Moi, je suis d'accord avec Ladji. Hein. Franchement, Deux contre deux. On fait un 2-2. Vas-y. J'apprécie qu'à moitié. Moi, j'ai J'apprécie déjà qu'à vu moitié. des mecs de quartier, frère, exactement comme Hubert. Dans la manière de parler, dans le timbre de voix. Des manjacs comme Gomis, frère. Des Gomis. Mais non, même les Voilà, sénégalais, pareil. Lui, c'est un béninois. Ouais, mais dans le film, c'est un quoi?
Ah ouais, c'est un Galsen, je crois. Non, c'est un béninois. C'est un ça. Non, Mandjak, je c'est crois, un dedans. Galsen ou un Malien parce qu'il s'appelle Hubert Dia. Ah oui, Voilà. Tia. Ah ouais, ah oui. Toujours. Ah ouais, c'est un Galsen. Toujours. Il y avait des mecs comme Hubert, avec la même intonation, la même façon de penser. Dans la caractérisation du personnage, j'ai déjà vu, moi, des gars de quartier qui peuvent s'affilier à Hubert. Dans tout, dans son mindset. Il y a un équilibre parmi les trois, là, Jay. Il y a un équilibre parmi les trois. Mais sauf que peut-être Hubert, il a moins de punchline, moins de références classiques qu'on a en tête. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Moi, si je peux m'exprimer Ah ouais, sur le parce que t'as pas sujet. dit- Non, t'as pas le droit de t'exprimer. C'est ton émission, tais-toi. Vince, en fait, ça gouaille. Son débit, son regard, ses punchlines. C'est le même regard que Nico, t'as vu, Franchement, la première fois que je regarde La Haine, pour moi, c'est Vince. Tu peux pas, c'est lui qui porte le film. Maintenant, Saïd, c'est authentique. C'est cru. C'est la street, dialogue, impro. Quand à un moment donné, t'as Vincent Lindon, il est là, il fait, mais c'est le fil rouge, c'est Saïd qui a raison. Bah, tu vois, je t'aime bien, toi. La punchline légendaire de, tu veux qu'on parle de quoi? Donc, franchement, c'est compliqué. Il ferme le film, il l'ouvre. Saïd, le tag. Combien de mecs ils ont repris ça? Saïd, il est trop important dans le film. Mais Vince, ce qu'il a amené, ses expressions, c'est, La haine, c'est qui l'a? franchement, je suis très, très, en fait, c'est quoi? C'est du 98, 80. En fait, là, on est dans du CR7 Messi. Ah ouais, oui. Ah, je suis Ah d'accord. là, pourquoi vous n'avez pas sorti cette comparaison? On parle pas de foot. On est dans du Booba. Là, on est dans du CR7 Messi. C'est-à-dire, là, ils vont te dire CR7, il y en a, ils vont te dire Messi. Sincèrement, Vince. Et c'est vraiment, comme je te dis, il est prodigieux, Saïd, dedans. Il est prodigieux. Mais Vince, ce qu'il a fait, c'était trop. L'énergie qu'il dégage. Je comprends la carrière que Vincent Cassel a eue derrière, mais Saïd, il aurait mérité une carrière beaucoup plus grande. Bon, Hubert, l'énergie et le charisme qu'il faut dans la cité pour faire une salle de sport, comme il le fait, alors que c'est des petits. Le charisme que tu dois avoir, les connexions et le réseau que tu dois avoir pour être aussi bien vu de la rue en étant un dealer, aussi bien vu des institutions pour avoir une salle de sport, il l'incarne pas dans toutes les fois où il ouvre la bouche, il l'incarne pas. Et surtout quand il part en vrille à la fin du film, avant ça a été un voleur, tout ça, il y a le côté rédemption, mais on le voit pas assez dans son personnage. Justement, je voulais aborder un petit point. Donc, 25 ans après La Haine, je trouve assez dommageable, c'est les conflits qu'il y a entre les différents protagonistes, sachant que moi, quand je vois le film, je pense vraiment qu'ils sont amis. Pour moi, je suis persuadé en fait que Saïd et Vincent sont vraiment des potes. Avant qu'on arrive à cette partie, il faut parler de la punchline Gonvalski, frère. L'histoire de Gonvalski, le mec qui sort des toilettes, là. Exactement. Kassovitz, il explique que ce gars-là était déjà dans son film, qui jouait son père, apparemment, ou son grand-père, je sais plus, dans Métis. Et il explique que c'était une histoire qu'il lui avait dit réellement, et justement, il a voulu la projeter dans le film. Je vois plus cette scène comme une espèce d'une interlude pour faire un peu reposer, en fait, le récit, parce que là, encore une fois, on sort d'un conflit. Encore une fois, ils étaient encore en train de s'embrouiller. Mais moi, cette scène-là, elle m'a pas plus parlé que ça, en fait. Bah, tu vois, moi, c'est une scène qui m'a beaucoup parlé parce que, justement, nous, après le film, on était bloqués sur ça. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? On discutait beaucoup de ça. Dès qu'on parlait de la haine, ouais, t'as compris quoi de cette histoire? Et voilà, bon, je sais pas. Bah, les personnages aussi, dans le film, ils comprenaient pas. Ils ont dit, Saïd, il est au téléphone à ce moment-là et il acquiesce, il dit un truc, l'autre, ils écoutent pas. Et en fait, je pense que c'est, comme il dit Jamel, c'est une scène, un petit kiff que lui, il s'est mis. Il y a que lui qui comprend. Et je pense que les réals comme ça, ils aiment bien mettre des trucs comme ça. Moi, c'est un truc que moi, j'aurais pu faire. Bah, moi, à l'époque, je me rappelle quand je l'avais regardé à l'époque, j'avais pas compris. Ça nous intriguait. Ouais, t'as compris quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire et tout? Et là, quand je l'ai regardé, pour moi, c'était limpide, en fait. Il faisait une référence à la fierté ou la mort. Enfin, la fierté ou la vie. Il veut pas lâcher son pantalon. Donc, il veut pas qu'on voit ses parties. Soit il tend la main pour monter et on voit ses parties. Soit il tient ses parties, son pantalon. il meurt. Et il meurt. Vous devez choisir entre vivre heureux ou vivre fier et plein d'orgueil. En gros, il est en train de leur dire, ouais, il va avoir ce dilemme-là qui va vous arriver là, aujourd'hui, dans votre vie. Il y a des moments, il faut faire profil bas si vous voulez continuer à vivre, mais à ouvrir en fait, il les entend se disputer, ouais, je vais tuer un keuf, je vais tuer à faire quoi si tu as un keuf? Il leur dit, ouais, les gars, tranquille, à un moment, la fierté, l'orgueil, si vous pétez pas un coup, bah, en fait, vous allez mourir, quoi. Donc, c'est ça le sous-texte que tu vois dans cette Moi, scène, c'est ça quoi. le sous-texte que je vois. Et en plus, vu comme il a tout calculé Kassovitz, ça me paraîtrait parce que la scène, elle est longue quand même, tu vois. Ouais. La scène, elle est longue, l'histoire, elle est longue. Moi, je l'ai vu plus comme une aparté. Tu vois, comme une aparté pour faire respirer le récit, pour leur donner une espèce d'énigme comme ça sur une histoire qui permet encore une fois de mêler légèreté et tragique, puisqu'on parle d'un mec qui veut aller yesh et d'un autre côté, il meurt à la fin. Donc, il y a aussi, c'est comico-tragique, on va dire.
Donc, mais je comprends cette grille de lecture là, tu vois. Après moi, encore une fois, c'est pas une scène qui m'a plus touché de ça, mais elle m'ennuie pas. Sinon, je l'aurais mis dans les réserves, tu vois. On n'a pas parlé de la référence de Scarface, Le monde est à toi. Ouais, elle est plusieurs fois. Ouais. Le monde est à nous, L'avenir est à vous. avec un N, la haine. Il y a la référence aussi là, de la boisson, là, quand ils font. Qui a pété là? T'as pété? Un slogan de boisson là. C'est la publicité Perrier. Tueur de soif. Tueur de soif, voilà. C'est quoi la référence avec les inconnus? Frère, le début. Au début, par la Tu fenêtre. descends. Ah Pourquoi oui, tu faire disais Quoi pourquoi faire, faire, quoi pourquoi faire Tu t'es cru dans... Quand Vince coupe les cheveux à Saïd, on entend un générique légendaire de K2000. Vous avez vu le plan drone ou pas? Ça, c'était un drone. Hélicoptère. À un moment, j'ai cru il allait se prendre la tour. Tu vois l'ombre de l'hélicoptère. Mais au début, quand tu vois ça, c'est... Ah non, à l'époque, À quand tu l'époque, vois ça ça, doit être c'est un truc de ouf. fou, hein, tu vois ça. Ouais, à l'époque, moi je le voyais à l'époque, je dis waouh. Ouais, donc je disais, en fait, je trouvais que c'était au final dommage parce qu'il y avait une telle synergie entre les personnages et que tu sais maintenant que, avec le recul, que ce sont des comédiens, des acteurs qui ont chacun leur vie, qui ont fait leur film, qui ont pris chacun des trajectoires différentes. Et je voulais simplement vous faire écouter un extrait audio de Kassovitz, justement, pendant une masterclass assez récente en 2022, qui va s'exprimer sur une question que j'ai trouvée très pertinente d'une spectatrice. Bonjour monsieur, dans votre film La haine, il y a 3 personnages principaux, donc il y a Saïd, Hubert et Vince. Je sais que vous êtes très sensible aux discriminations, aux inégalités et à tout ça. Je me demande ce que vous pensez du fait, alors sans enlever bien sûr à la carrière et au talent de Vincent Cassel, si on veut parler de manière très triviale, l'homme blanc a eu la carrière qu'on connaît, avec l'ampleur qu'on connaît, et que les 2 autres ne soient pas aussi connus du grand public, en tout cas pas à la même ampleur, et qu'ils soient plus connus comme le noir et l'arabe du film. Voilà, j'aimerais connaître votre avis à ce sujet-là. Ah ouais, la punchline. Bah, je pense que vous avez tort déjà, Ah, il est blessé. parce que Saïd a mené une carrière aux États-Unis absolument impeccable. Il a joué dans les Walt Disney, il a joué dans des trucs. Dans Lost, il a joué il a fait Truckings. Saïd est parti de France parce qu'il voulait pas faire l'arabe en France et il a fait l'arabe aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, il est connu, il a fait son truc. Hubert a sa carrière. Vous savez, c'est des gens qui ont des personnalités. C'est pas juste parce qu'ils sont. Hubert n'est pas Saïd. Ils ont pas la même facilité, ils ont pas les mêmes talents, ils ont pas les mêmes envies, ils ont pas les mêmes trucs. Vincent est le fils de Jean-Pierre Cassel, qui est un acteur très connu. Il fait partie du Sérail. C'est normal qu'il ait une carrière plus facile pour lui. C'est un blanc. On est en France. C'est normal qu'il ait une carrière plus facile pour lui. Mais ça n'empêche que vous avez tort parce que Saïd a très bien été une superstar Mais il a tout résumé. et les conneries qu'il raconte sur Internet en disant que le truc, c'est il fait l'inverse de ce qu'il est et de ce qu'il dit qu'il est et du résultat qu'il a réussi à obtenir. Donc je comprends pas pourquoi il se plaint d'avoir réussi. Il se plaint que c'est pas que je sais pas. Honnêtement, je m'en bats les steaks. Et surtout, c'est le talent qui prime. S'ils ont réussi, tant mieux. S'ils n'ont pas réussi, tant pis. Mais c'est pas moi leur père. Même si psychologiquement ils ont besoin de tuer leur père, qu'ils aillent voir un psy, qu'ils arrêtent de me casser les couilles. Il vient de dire un truc choquant là. Il vient de dire il a pas fait l'arabe en France, mais il a fait l'arabe. Après, il n'y a que des punchlines, hein, ce qu'il a dit là, c'est ouf. On va l'enregistrer, la punchline, on va nous faire des problèmes avec Kassovitz. Frère, j'ai un film à sortir, il faut que je sois bien avec le sérail. Non, pas de litige. Est-ce que tu piges? On va pas trop commenter, mais Ah si, il faut commenter là. c'est quand même assez cru. Quand tu regardes, je vous invite à regarder la photo des 3 dans son Cassel avec l'arme, Saïd au milieu et Hubert à droite. Elle est trop émouvante. C'est une photo, tu dis, on dirait des vrais potes. Et en fait, surtout que c'est vers la fin du film et tout, donc tu dis, quand tu sais où ils en sont maintenant, tu dis, putain, c'est dommage. Tu vois, ils se parlent plus, C'est ils ont plus rien à exactement voir. mon Et sentiment. cette ouais. photo-là, elle est énervée. T'as vu ces 3 poteaux? On dirait qu'ils sont morts, en fait. On dirait qu'ils sont morts. Tu peux mettre RIP Ouais, en bas. carrément. Ouais. Mais l'esprit est mort, je pense, définitivement. L'esprit et le contexte, voilà. Mais je partage tellement ton point de vue là-dessus. Mais aujourd'hui, toute cette forme d'animosité quand il dit ouais, tuer son père et tout ça, comme tu dis, moi je trouve que c'est désolant. Moi, j'aurais tellement voulu et kiffé pour la postérité de les revoir tous les 3, ne serait-ce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que dans une photo, même pas dans un film.
ils ont quand même contribué à l'élaboration d'un chef-d'œuvre. Exactement. Et aujourd'hui, les voir des pics, des trucs, comme je dis, moi, je m'en bats les reins de qui a tort, qui a raison. Quand tu regardes Les Affranchis, tu vas regarder Le Parrain, il y a les photos des 50 ans du Parrain, quand tu vois tous les acteurs qui sont ensemble, c'est violent, c'est très violent. Les bronzés, ils sont toujours amis. Quand tu vois que Joe Pesci, c'est vrai, mais c'est très français quand même. Je pense que c'est très nous. Ouais, je dirais c'est très humain. C'est très humain. Le Parrain, et tu vois bon, maintenant ils sont morts, il y en a, ils sont morts depuis là. Eux, ils ont pas attendu plus de 20 ans ou 30 ans. T'as l'impression que depuis 5 ans, ils étaient plus poteaux, hein. C'est la réalité française aussi, parce que il dit un peu tout et le contraire. Parce qu'il dit, c'est le talent, mais il dit aussi, Vincent Cassel, c'est le fils d'un grand comédien, il est blanc, on est en France. Donc, il explique déjà les problèmes systémiques et structurels qui font que Vincent Cassel, il va être favorisé par rapport aux autres. Donc, il dit un peu tout, il dit la réalité, mais après, je te dirais, ça, c'est des embrouilles qui sont tellement communes, en fait, dans les grands chefs-d'œuvre, dans les grands succès. Peut-être dans 20 ans, dans 40 ans, quand ils auront mis un peu d'eau dans leur thé, il est irrité. Ouais, mais parce que. Non, mais j'ai l'impression qu'il en a marre, en fait. Tu vois, parce que Tagmaoui, il est très actif sur les réseaux. Il en parle beaucoup. Tu vois, il se fait piquer. Donc, lui, Kassovitz, quand il se fait piquer, il répond. Une fois que ça va s'apaiser, ils vont se revoir, ils vont ceci. Parce qu'après, tu vois qu'il prend un peu la défense de Cassel. Et à un moment, ils étaient en guerre, les deux aussi, Kassovitz et Cassel. Moi, je vais te dire une chose. Non, mais regarde, excuse-moi, Aladji. En fait, moi, je suis vraiment dans le même, peut-être que je me suis mal exprimé. Moi, je veux juste un ressenti comme l'a décrit, en fait, tu vois, Nico. C'est-à-dire que nous, t'as vu, on va pas être en qui a tort, qui a raison, qui attaque, qui répond. Nous, c'est vraiment sur la désolation. Et franchement, tu l'as super bien exprimé avec la symbolique du t-shirt. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Encore une fois, si ça avait été un film éclaté au sol, j'aurais même pas fait écouter l'extrait. Là, aujourd'hui, de voir qu'ils sont dans cet état-là, alors que moi, quand je regarde le film, encore une fois, un élément qui fait en sorte que j'ai vraiment l'impression que c'est une réalité, c'est que pour moi, ce sont des potes. C'est-à-dire que quand je lis telle ou telle chose, je me dis, mais c'est pas possible. Pour moi, Vince et par exemple les Saïd, pour reprendre les deux, ça va au-delà du jeu. Et tout ça, ça te montre au fait, en fait, c'était que du cinéma. Et d'un autre côté, tu te dis bravo à vous parce que vous avez réussi à nous faire croire que vous étiez dans une telle symbiose, et là aussi, c'est votre talent. Mais d'un autre côté, on a le revers de la médaille en se disant, quand on voit la réalité de ce qui s'est passé au final 25 ans plus tard et les, on va dire, les rapports actuels, c'est quand même assez, c'est comme tu dis, c'est dommage et c'est désolant, quoi. Casino, Affranchi, Joe Pesci, De Niro, tu les vois plus tard, en 2020, dans le film avec Scorsese, des 40 ans plus tard. C'est des petites références que tu as comme ça. Moi, je pense que quand tu participes à un tel chef-d'œuvre qui marque ta vie, comme ça a marqué leur vie à tous, et je pense que c'est pas fini. Il va y avoir un moment où, moi, je pense qu'à un moment donné, tu vois, ils vont se... Parce qu'on a parlé beaucoup de la N2. On sait bien que Kassovitz, il est complètement déconnecté aujourd'hui de la réalité des banlieues, des quartiers. Donc lui-même, il le dit, de toute façon. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est tellement dommage de pas revoir ces trois-là ensemble, pas forcément dans un film, mais au moins, tu vois, je sais pas, dans un documentaire, dans une photo. Chez Hanouna. Tu vois ce que je veux dire? Les trois comme ça, c'est dommage, quoi. Juste un shooting photo, ça éteint, frérot. Exactement. On va parler des anecdotes, peut-être certaines qu'on va faire découvrir aux auditeurs ou bien à vous-même, vous me direz. C'est que le film, il s'appelait Droit de cité pendant un moment. En fait, c'était juste un fake, c'était un titre administratif, c'était pour avoir les autorisations de tournage parce que la haine, la mairie et tout. C'était un peu compliqué, tu vois, de pouvoir arriver avec ce nom-là et au final obtenir des autorisations. Il y a une ambassadrice du film américaine qui a vraiment kiffé le film et qui l'a montré notamment à Scorsese et Spielberg et qui a fait une grande promotion du film aux États-Unis, qui a carrément contribué à sa distribution. Je pense que Nico le sait. Toi, vous ne savez pas. Non, je ne savais pas. Et alors, qu'est-ce que Scorsese... Alors, qui est cette personne? Jodie Foster. Bon, vous savez que Kassovitz, il apparaît dans le film à 2 reprises, dans le rôle du skinhead, mais aussi dans un rôle de mendiant dans le métro, de dos. Aujourd'hui, Ladji est habillé comme Saïd Taghmaoui. Mais de quelle couleur est le survêt de Saïd? Il est doré, ouais. Ils l'ont fait sur mesure pour le film. Exactement. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait que ce soit moche et que ça rend moche en couleur. Et comme ça, pour avoir un argument de dire on peut pas le mettre en couleur. Et le film, donc, il est entré dans la pop culture. Je sais pas si vous connaissez le clip cramé d'un jeune rappeur qui s'appelle Denzo. Il y a un personnage du film qui est en guest, tourné aussi en noir et blanc. Le clip s'appelle Cramé et il est réalisé par Valou. C'est Hubert dedans. Ouais. Bloqué aussi.
Tu sais, ça me fait beaucoup penser à Bloqué. Tu sais, la scène d'ennui dans la cité où les Bloqué. Ah, c'est pas du tout les mêmes personnages dans Ah non, Bloqué, c'est pas les frère. mêmes. Là, tu pars en vrille totale. Orelsan et Gringe. Non, Ça n'a rien à voir avec la haine, frère. non, ça n'a rien à Là, voir avec la haine. c'est pris sur l'univers de Kevin Smith avec les jeunes Américains qui sont en province et qui galèrent et qui font du skate et tout. Si tu prends les épisodes Bloqué, Comme comme ça, ça, une vache là tout à l'heure, frère, tu pars en vrille. le côté dans la cité, on galère et on raconte n'importe quoi. Ah oui, ouais. Ça m'a fait penser à Bloqué, ça. J'ai une dernière anecdote. Les interphones. Le blast des interphones. Oui, c'est les noms d'équipe. Ouais. D'ailleurs, dans le métro, il le dit, hein, c'est toutes les personnes de l'équipe du film. Et il y a un mec avec un casque, en fait, c'est l'ingé son. Ils font style qu'il écoute de la musique. Bon, après, ça, c'est. Mais j'ai une dernière anecdote qui me concerne. J'ai joué dans la haine. Une anecdote cachée. J'ai refusé le rôle de Saïd. En fait, en 1995, après la sortie de La Haine, je me balade côté de chez moi, à Nanterre-Pref, pour aller à Franprix. Et là, je vois un tournage d'un film. Il faut savoir qu'en 1996, c'était très, très rare de voir des tournages de films. Donc, la rue, elle est barrée. Tu as, je sais pas, une trentaine d'équipes techniques. Et moi, je suis là, je vais faire mes courses à mon petit Franprix de mon quartier. Et dans la voiture, je reconnais Vince. Il est accompagné d'une femme sublime, Monica Bellucci. Et c'est une scène qui concerne le tournage de Doberman, de Yann Kounen. Et là, moi, je suis un jeune adolescent, je regarde ça avec des gros yeux, la scène est coupée, Vincent Cassel, il sort, et moi, tout de suite, je vais l'alpaguer. Ouais, salut Vince, je l'appelle Vince comme dans La Haine. Et là, super gentil, super cool, il met pas de distance, il discute avec moi, tranquille, on parle, on échange. Il avait des Reebok ou des Nike blanches. Et il les regarde, il me dit, elle vient des États-Unis. En fait, il était chaud. Parce qu'à cette époque-là, avoir des pompes des States, c'était une dinguerie totale, tu vois. Et lui, il fait, ouais, regarde et tout. Et on a un échange comme ça. Et je lui dis, il y a moyen de jouer dans le film. Il me dit, c'est quoi, va voir, je sais plus comment elle s'appelle, telle directrice de casting, tu vois. Moi, avec mon innocence et ma petite, voilà, mon innocence et ma bonne volonté, je lui dis, vas-y, j'ai rien à perdre, tu vois. Et donc, je vais aller la voir. Et je discute avec elle, je dis, bon, bah, je viens de voir Vincent. Et elle, voilà, je discute avec lui, il m'a dit, ouais, vous avez peut-être un rôle de figurant. Elle me regarde, elle fait, t'as un book? Je dis, quoi? Je suis même pas au courant, j'ai rien à voir dans ce milieu-là. Elle me dit, passe-moi ton numéro, sachant qu'il n'y avait pas de portable à cette époque-là. Je donne un numéro, il n'y a pas de 01, donc ça commence par 45 et tout. C'est le numéro de chez toi, de la cabine téléphonique de la chez cité. moi. Le lendemain, on m'appelle. Oui, bonjour, monsieur. Ok, oui, monsieur. Ouais. Voilà, bon, écoutez, venez, vous êtes retenu pour un rôle de figuration. Et là, je passe dans le film et on me voit au début du film, en fait, sur la scène du premier braquage. Et j'ai gagné 500 francs pour cette scène. Si vous voulez voir le film, maintenant, vous pouvez le voir en HD et vous allez me reconnaître. Je suis le jeune avec la casquette et la veste Jordan. Et je passe avec un jeune métis. Et on est tous les deux. Et en fait, on passe et il y a une voiture de flic qui sort. Qui ose, gagne. Quand le film est sorti, à la Défense, je suis venu avec tous les gars de mon quartier et je passe, on me voit 4 secondes, j'étais la star du quartier. Quand ils m'ont vu, ouais, il est là. Il y a un gars, un grand du quartier, il était persuadé, il avait mélangé les deux films, il était persuadé que j'avais joué dans La Haine. Et quand il me voyait dans la cité, il me faisait, wesh, là. Et j'ai jamais osé le contredire, tu vois, en lui disant, mais non, mais moi, c'était Doberman et j'ai jamais rien dit. Et à chaque fois, c'était la même chose. Et des fois, il me voyait de loin, il était content de me voir. Wesh, là. Je faisais, ouais, ça va ou quoi? C'était un grand, moi, j'étais un peu impressionné. Donc voilà, c'était la petite dernière anecdote. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez voir l'espion également dans la figuration d'Oberman. Merci à mes invités. Attends. Est-ce que c'est le plus grand film de Vincent On n'a pas parlé de Athéna, tout ça. On peut faire un petit parallèle avec l'actualité, avec le film Athéna. Ce qu'on peut trouver déjà, c'est le fait que le commissariat soit assiégé. C'est ce qu'on trouve directement dans La Haine. Et là, carrément, c'est filmé. Donc, c'est vraiment, on va dire, la pattern qui relie en fait ces deux films-là, sachant que le réalisateur d'Athéna vient du collectif Courtrajmé, qui est clairement affilié à Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz. C'est les parents. Voilà, exactement. L'utilisation des plans séquences qu'il y avait déjà dans La Haine. Le mec j'en ai parlé du gars qui gratte de l'argent sur le toit. Là, pareil, tu vois sur le premier plan séquence un mec qui gratte une cigarette pendant que le fourgon de police qui est contrôlé par les jeunes redémarre. Dans La Haine, il capture un skin. Dans Athéna, il capture un CRS. Dans La Haine, le premier plan, c'est la planète Terre avec un cocktail Molotov. Et pareil, dans Athéna, ce que tu vois, l'élément déclencheur, c'est
un jet de cocktail Molotov sur le commissariat. Et là aussi, on retrouve avec la même chose, avec Hubert qui dit à Vince, vas-y, tue le skin pour venger la mort d'Abdelisha. Et là, c'est pareil, c'est vas-y, tue le CRS pour venger la mort de notre frère. Et dans les deux cas, ils ne le font pas. Après, il y a un parallèle qui peut être assez tiré par les cheveux. Je m'attends au pire, parce que là, déjà, il y avait déjà des trucs bien tirés par les cheveux. Donc, Comme quoi le coup du cocktail Molotov. Apparemment, Nico, ça lui a parlé. Nico, ça t'a parlé. Le cocktail Molotov qui est ouvert directement, toi, ça te dit quoi, Tariq? Le cocktail Molotov. Ouais, la même chose. Bref, ça, c'est toi qui l'as trouvé. C'est ton parallèle à toi. Ah non, mais moi, tout ce que je te dis là, c'est pas des choses que j'ai lues dans des commentaires. Il est mortel, ce parallèle. Après, ça te touche pas, il y a pas de souci, tu vois, mais au moins, Nico, ça lui parle. La capture du flic, la capture du... Tu vois, je veux dire, c'est... En fait, moi, j'en vois pas des références à la haine, quoi. Moi, je vois un prolongement, une continuité. Je vois un parallèle, clairement, tu vois, sur le scénario. Alors, et c'est quoi qui était tiré par les cheveux, alors? Après, c'était... Je l'ai cassé dans son élan. À un moment donné, il est question d'un jeune de quartier qui est interprété par Benoît Magimel sur le toit, dans La haine, 9 mm. qui est un petit peu niais, d'accord? Qui parle avec le Glock 9 mm de l'arme fatale. Ce personnage-là, on retrouve dans Rai, en tout cas l'équivalent, avec le personnage de Laurent. Et à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, dans une scène, il arrive, il se fait pressionner et il dit « Oula, oula !» Et nous, on avait trouvé ça ridicule, à cette époque, en 96, qu'un petit jeune comme ça utilise un terme religieux, tu vois. Et 25 ans plus tard, on retrouve le personnage de Sébastien qui, là, carrément, maintenant, est radicalisé. Donc, j'ai l'impression, tu vois, que ce personnage-là, 25 ans plus tard, qui était un peu niais, qui était un peu dans son délire, aujourd'hui, voilà ce qu'il est devenu. En passant par Laurent, en arrivant sur le personnage de Sébastien. J'aime beaucoup cette analyse. Je vois vraiment un parallèle. Moi, concernant tes références, je serais pas allé aussi loin personnellement, peut-être parce que je suis un peu déconnecté de Athéna. J'ai pas forcément... Dans ta lecture, je comprends. Quand tu me dis ça, là, je vois très clair. Mais c'est pas un truc que moi, j'interprète moi comme ça, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, le seul lien que je fais personnellement, c'est la haine d'un personnage qui est regroupé dans un quartier. Mon propos, c'est à partir du moment où le film Athéna, c'est l'émeute dans une cité, effectivement, on peut trouver des milliers de parallèles. En fait, c'est en ça que, juste par le choix du thème, là, tu vois le parrainage de la haine. Après, tous les trucs, ça, il faudra questionner Gavras, parce que là, t'as noté des trucs, mais il y en a des millions, alors, à ce compte-là. C'est des détails il peut en avoir des millions. Mais le thème, oui, c'est indéniable. Je souligne ça par rapport à la filiation qu'il y a avec Courtrajmé, tu vois. Sachant que Les Misérables, il y avait déjà ce parallèle-là. Ah oui, c'est la même école. C'est peut-être pas anodin. Je pense même que Sébastien, c'est dû à Sébastien Abdelhamid, parce qu'il faisait partie du collectif, le prénom. Alors que lui, c'est l'antithèse du personnage. Je pense même que ça va jusqu'à après, en fait, là, des petites passes dés comme ça, tu vois, des petits clins d'œil. Ouais, je crois, t'as raison, bien ouais. J'avais pas vu, moi. Mais ouais, t'as raison, ouais. Évidemment, c'est les mêmes ingrédients, en fait. Dans le film, entre La haine et Athéna, c'est exactement les mêmes ingrédients, c'est-à-dire qu'il y a un moment déclencheur, le commissariat de police, là où l'analyste a été très fort, c'est par rapport à ce petit Français, c'est-à-dire qu'à La haine, c'est un mec qui veut se prendre pour un mec de cité, et finalement, c'est un converti radicalisé et qui fait exploser tout. Et je me dis, c'est pas mal, toi, je l'ai pas vu comme ça. Donc, Et entre les deux, il y avait le petit oula du mec de Laurent, tu vois, qui te préparait déjà, parce que si c'est si c'est le mec de la haine qui le dit, personne n'y croit. Mais là, 1 an, 2 ans plus tard, déjà, tu vois, on y croit un peu plus. Et là, 25 ans plus tard, on le retrouve. Et encore une fois, cette caractérisation du mec niais, tu vois, du mec un peu teubé et tout, dans les histoires, qui peut se faire influencer. Et le personnage de Sébastien, ça pourrait être Vince, hein. Réellement. C'est-à-dire que tu utilises la révolte de quelqu'un pour en faire un djihadiste. C'était pas vraiment le propos du podcast, mais c'était juste... La BO. La BO, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, quand on a parlé de Solo, directeur artistique, comme je disais. Après, pour moi, c'est une des BO les plus emblématiques du cinéma français. Pour moi, il y a un morceau qui se détache des autres, parce que je l'ai réécouté récemment au niveau de la BO. Pour moi, c'est clairement le morceau des Sages Poètes de la Rue, Bon baiser du poste, avec le couplet de Danny Dan, qui pour moi est incroyable. C'est vraiment, pour moi, c'est dédicace, une petite bise à Zox. Après, il y a l'État assassine de Assassin, que j'ai beaucoup aussi aimé déjà à l'époque, qui est le seul morceau qui n'a pas été écrit pour la BO. Ensuite, forcément, le morceau dont on a parlé, Sacrifice de poulet, Ministère Hammer. Et je dirais aussi quand même le couplet
de Shuriken qui, pour moi, est supérieur à celui d'Akhenaton sur le morceau à la 25e image. Sur la 25e image. Voilà, pour moi, avec Daddy Naughty, je trouve que c'est un des rares morceaux où Shuriken est pour moi plus fort que Akhenaton sur son couplet. Là aussi, il y a un vrai kiff. Après, il y a le morceau d'MC Solar, peut-être, mais qui n'était pas tout le temps dans toutes les éditions. Express D. Le morceau d'Express D, c'est le morceau Nesby, 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 Amantala, joli, joli, joli. C'est vrai que c'est un des morceaux phares. Quand tu penses à la BO, tu penses à ce morceau. D'ailleurs, ce morceau-là n'est pas dans le film. C'est un autre morceau d'expression directe qu'on peut entendre en diégétique. Ah, dis-les pour survivre, ouais, dis-les pour survivre. J'ai un autre morceau, je crois mon esprit part en couille. Quand on l'entend dans la voiture. Donc, c'est pas le même morceau. En fait. Ah ouais. À part NTM, il y a tout l'élite du rap français de l'époque. Et chaque son soit coupé par une interlude du film, ça a rendu encore plus, tu vois, par exemple, qui nous protège de la police. Chaque morceau correspond à un thème qui a été donné par Solo. Ça a permis d'ancrer encore plus le film, l'impact du Bien film. Sûr, ouais. Et tout ça, en fait, sur l'impact, sur le côté culte du film, ça a beaucoup joué des années après. Et d'ailleurs, c'est La Haine qui a lancé la tradition. Pendant longtemps, à chaque fois qu'il y avait un film sur la cité, il y avait toujours une BO. Tous les films de cité qui sont sortis après, ils ont fait des BO. Non, dans Rai, il n'y avait pas de BO aussi. Je connais pas la BO de Rai, personnellement. Je sais que dans Masteva Craqué, pour moi, j'ai beaucoup de réserves sur ce film. Mais par contre, la BO, je trouve qu'elle est énervée, avec le morceau Retour aux pyramides, bien sûr. Et un autre morceau d'Ayam, qui s'appelle... Belle voix, hein, l'espion. Très belle ou quoi? Un petit timbre de voix intéressant. Hein. Comment il s'appelle, ce morceau? C'est donc ça nos vies. Ouais, je vois. Ça nos vies. Voilà, ce morceau-là, il est énervé. Après, ce qui touche dans un film, c'est l'intrigue, le scénario. Finalement, le scénario de La Haine, il a rien de fou. La force du film, elle tient dans le thème du film, dans l'interprétation. C'était une des premières fois où on filmait la banlieue, mais on filmait la banlieue pas pour les clichés de la banlieue. Bien qu'on peut toujours trouver des clichés dans La Haine, mais pour la force de ces personnages. On suivait les personnages, on était en immersion avec eux, dans leur quotidien, et ils parlent de la banlieue fidèlement. Alors bien sûr, dans la banlieue, il n'y a pas que des Saïd, des Hubert et des Vince, mais on en connaît tous. Ça a permis aux gens de se sentir représentés. Et il a parlé avec eux, malgré tout, avec une certaine bienveillance. On a vu les symptômes de ces jeunes-là qui sont l'ennui, qui sont l'enfermement, qui sont l'exclusion, qui sont la répression policière. Et à travers le destin de ces jeunes-là, il a réussi à parler d'une réalité qu'il y a dans les banlieues et qui a permis à tout un chacun, les habitants des banlieues, comme ceux qui ne vivent pas dans la banlieue, de comprendre ces personnages, de comprendre les maux dont souffrent certains en banlieue, parce qu'au final, l'ennui, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose que tout le monde a connu. L'enfermement, c'est pareil, l'exclusion, c'est pareil. Ça crée des sentiments qui ont permis de donner à ces trois personnages une dimension universelle. La misère sexuelle aussi, voilà, qui est présente dans ce film, et ça a donné à ce film une dimension universelle. Ces personnages sont devenus des archétypes. C'est devenu les archétypes de l'ennui, de l'enfermement, de la misère sexuelle, de l'exclusion. C'est grâce à ça qu'il a fait de la banlieue, qui a toujours été montrée du doigt, qui a toujours été en marge, il a réussi à faire des personnages de la banlieue de vrais personnages de film, de vrais héros auxquels on peut s'identifier et surtout pour lesquels on peut avoir de l'empathie. L'espèce humaine, c'est cette capacité d'empathie. C'est cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Et c'est quelque part ce qui fait notre humanité. Il y a cette citation, ce proverbe que tout le monde connaît, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est le principe même des interactions humaines, de ce qui régit les interactions humaines. Et c'est en ça que l'empathie, c'est ce qui fait notre humanité. À la fin, quand Vince se fait tuer, en fait, on est tous blessés. Il pouvait nous sortir par les yeux, Vince, mais on s'était attaché à ces jeunes-là. Il nous a permis de comprendre le quotidien de ces jeunes-là, de comprendre les émotions et de se dire « Ah, maintenant je comprends la banlieue et je comprends aussi les réactions de ces jeunes-là. Ces jeunes qui sont décriés, qui sont montrés du doigt, bah c'est vrai que si moi aussi j'avais dû faire face à l'ennui comme eux, si moi aussi j'avais dû faire face à l'enfermement comme eux, si moi aussi j'avais dû faire face à l'exclusion et à la répression policière comme eux, bah moi aussi j'aurais eu la haine. » Écoute, je pense qu'on peut pas conclure d'une meilleure manière le podcast. Tout est dit. En tout cas, un grand merci à vous.
Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager. C'est super important pour faire vivre le podcast et le faire découvrir à d'autres auditeurs potentiels. Merci à vous, merci pour la force, merci pour l'ensemble des messages qu'on reçoit. Ça nous touche énormément parce qu'encore une fois, on le fait avec le cœur, on le fait avec les tripes. On ne gagne pas d'argent, on ne fait qu'en perdre. Mais quand on a des retours comme le vôtre, c'est le meilleur investissement. Merci et à très bientôt. On se tient au courant pour le prochain épisode. Salut, salut. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Salut tout le monde. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.